Bienvenue pour cette nouveau cycle de conférences que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de conférence, j'ai décidé de me réentraîner et quoi comme façon de démarrer que comme comment j'avais démarré en 2013 dans ma maison à Paris. Au début, les conférences de The Family, elles étaient filmées à Paris, contre un mur, dans un salon. Ici, vous êtes dans mon salon chez moi, contre un mur, il n'y a pas beaucoup de préparation. Le but, c'est de vous partager ma façon de penser sur un sujet qui vous intéresse tous, qui est l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Moi-même, j'ai fait une formation avec Mindio sur les sujets d'intelligence artificielle, comment appliquer l'intelligence artificielle à la société, etc. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin et vous donner 3 grandes dimensions sur l'intelligence artificielle. D'abord, on va parler de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Comment l'intelligence artificielle change les choses, comment l'intelligence artificielle vient s'intégrer dans notre vie et quel impact elle a. Deuxième sujet, comment l'intelligence artificielle peut changer nos business et comment l'intelligence artificielle s'intègre dans les questions de productivité, etc. Alors, ce n'est pas une vidéo tuto, vous trouverez plein de tutoriels sur Internet. Non, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner envie de changer de mindset à propos de ça et de sortir un peu de la vision que je vois un peu trop souvent des gens avoir, qui est une vision gadget, une vision où les gens testent 3 prompts sur ChatGPT, ils trouvent ça marrant et ensuite, ils ne vont pas beaucoup plus loin. Et la troisième dimension, c'est sans doute une dimension sociétale, réfléchir un peu aux conséquences de l'intelligence artificielle. Il y a énormément de gens qui nous font peur sur ce sujet-là, etc. Donc, merci d'être là. On y va. Ça va l'intro? Cool. Bah, tu m'as vu préparer avant. Oui, c'était de l'impro. Non, mais après, tu sais, quand tu l'as fait... Ma première conf, elle est pourrie. D'ailleurs, ma première conf est encore sur YouTube, tu peux la voir, elle ne fait pas beaucoup de vues. Ça s'appelle Startup 0 à 1. Je peux te dire, elle est éclatée au sol. Oui, mais justement, tu vois, ça te donnera... Parce que les gens disent souvent, ah, non, vous avez déjà entendu Ed Sheeran chanter? Et vous avez déjà entendu sa première chanson? Il a fait un truc incroyable, il a publié sa première chanson enregistrée ado quand il avait 16 ans. Et en fait, quand tu vois ça, tu te dis, je peux devenir Ed Sheeran. Il est fort probable que la moitié d'entre vous ici ait un meilleur niveau que Ed Sheeran sur sa première chanson. Ça fait vachement réfléchir sur l'évolution. Comment? Ah, mais c'est marrant que tu n'y crois pas. Mais c'est exactement normal que tu n'y crois pas. Pourtant, c'est factuel. Et en fait, d'ailleurs, Ed Sheeran dit un truc hyper intelligent dans l'interview où il montre ça. C'est qu'il dit, en fait, le fait que 90% des gens n'y croient pas que j'étais si mauvais, ça explique la situation de 100% des gens sur Terre. Parce qu'en fait, les gens ne peuvent croire à des trucs magiques de talent, génétique, etc. et se rendent pas compte, en fait, que souvent, derrière le talent, il y a juste une accumulation de travail complètement asymétrique. Et que la différence entre Ed Sheeran et les gens, ce n'est pas son niveau de départ, c'est le niveau de travail qu'il a mis tous les jours à partir du moment où il a décidé d'être chanteur. Et ça, par contre, c'est incroyable. Parce qu'en fait, quelqu'un qui va passer 18 heures, 19 heures par jour à s'entraîner jusqu'à l'épuisement, ne faire que ça, sans aucun résultat, pendant des années, parce qu'il pense que c'est sa voie, ça, c'est rare. Mais des mecs qui démarrent avec du talent, et d'ailleurs, de mon expérience, souvent les gens doués, quand ils démarrent, ils sont catastrophiques. Parce qu'ils sont tellement doués qu'ils n'ont pas le sens du travail. Et donc, en fait, ils plafonnent extrêmement vite, parce que quel que soit ton niveau de talent, il est plafonné, et la croissance ne démarre qu'après l'effort. Et si ton niveau de talent naturel est élevé, eh ben en fait, tu n'as aucun entraînement. C'est le coup des enfants surdoués qui un jour arrivent à l'école, et d'un seul coup, ils ont des mauvaises notes. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais appris à travailler avant. Donc, d'ailleurs, parenthèse à part, énormément d'études montrent qu'il vaut mieux dire à un enfant, le féliciter pour son effort que pour son talent. C'est destructeur de féliciter les enfants pour leur talent. C'est incroyablement valorisant de les féliciter pour leur effort. Voilà, petite parenthèse. Alors, l'intelligence artificielle, ce qui est marrant, c'est que c'est un sujet dont moi j'entends parler depuis des années, notamment parce que j'ai vécu déjà les 3 hivers de l'intelligence artificielle depuis que je suis petit. Alors, la première fois où l'intelligence artificielle a fait un immense boom, c'est un truc dont la plupart d'entre vous n'a jamais entendu parler à cause de votre âge, c'est ce qu'on appelait les systèmes métiers
dans les années 90. En fait, il y a des mecs qui ont découvert en programmation des boucles de type what if, et ils en mettaient beaucoup. Et donc, ça faisait des grands arbres, et ils faisaient des arbres immenses, immenses, et quelqu'un qui utilisait le système en démarrant du début avait l'impression que la machine pensait. Alors, l'une des plus grandes boucles que vous pouvez connaître un peu consommateur comme ça, c'est Akinator. Je ne sais pas si vous connaissez Akinator. Akinator, c'est une illusion d'intelligence artificielle. C'est juste qu'en fait, il y a l'arbre de tous les possibles des gens à qui vous pensez. Et si vous posez suffisamment de questions, eh ben, ça réduit mathématiquement à très très peu de gens et il finit par deviner à qui vous pensez. Ça, c'est la première génération d'intelligence artificielle. Quand c'est apparu, notamment dans l'assurance et la finance, on nous a annoncé l'apocalypse, la fin du monde, la fin du travail, que c'était fini, que les machines allaient tous nous remplacer, blablabla. Bla bla bla. Bon, ça n'a rien fait. On est toujours là. Les machines n'ont rien fait. Et notamment parce que les gens se sont rendus compte qu'en fait, c'était plus artificiel qu'intelligent. Cet hiver est passé, on a attendu les années 2000. Et dans les années 2000 est apparue la grande réflexion autour de la singularité. C'est que des gens ont commencé à avoir l'intuition que si la puissance de calcul des ordinateurs doublait tous les 18 mois, 36 mois, je ne sais plus, 18 mois, je ne sais plus, enfin bref, peu importe, la loi de Moore, 18 ou 36 mois, mais que la puissance de calcul double tous les 18 mois, il va y avoir une exponentielle où à un moment, les machines vont devenir plus intelligentes que nous. Et ça a été la deuxième grande vague assez théorique, assez philosophique autour de l'intelligence artificielle, où des philosophes, des sociologues ont commencé à se poser la question vraiment très théoriquement de à quoi va ressembler le monde si les ordinateurs commencent à penser comme nous. Alors, ce qui est très marrant avec cette vague-là, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas vraiment de gros progrès qui sont faits techniquement sur l'intelligence artificielle. On va avoir le début des vrais chercheurs en intelligence artificielle qui commencent à faire les premiers modèles de machine learning, qui commencent à faire les premières recherches fondamentales. Et à l'époque, ces gens-là, c'est des tocards. C'est-à-dire que vraiment, c'est les bisous des écoles d'ingénieurs. Yann Lequin, il raconte que quand il a décidé, c'est le patron de l'intelligence artificielle à Facebook, il raconte que quand il était jeune et qu'il a dit qu'il allait s'intéresser à l'intelligence artificielle, les gens l'ont regardé en disant « Non, mais toi, t'es doué. Pourquoi tu fais ça ?» Pour eux, ça n'avait pas de sens. Sauf que lui, il avait l'intuition qu'il allait y avoir un boom, qu'il allait y avoir intéressant. Et donc, c'est une époque de bâtisseurs, c'est une époque de pionniers, où c'est des gens qui vont travailler énormément pendant des années et qui ne vont pas avoir des résultats très spectaculaires. Et donc, dans les années 2008, 2009 et 2010, il va y avoir le premier grand hiver de l'intelligence artificielle, où l'intelligence artificielle va devenir ce concept dont tout le monde se moque. Et c'est hyper intéressant parce que c'est le moment où, dans la Silicon Valley, un certain nombre de pionniers vont se dire « On a fait des progrès immenses. Ils n'ont pas l'air spectaculaires pour le reste du monde, mais nous, on sait, en termes d'algorithmique, en termes d'optimisation, etc., qu'avec l'apparition des nouvelles machines qu'on voit à l'horizon, il va se passer quelque chose d'incroyable. » Et c'est là où apparaît Sam Altman. Et Sam Altman, en 2013-2014, il va fonder OpenAI, je ne sais plus la date exacte, hein, je ne suis pas historien, mais dans ces environs-là, il va fonder OpenAI avec une idée qui, à l'époque, a l'air très, très, très con. Cette idée, c'est que la grande barrière à l'intelligence artificielle, ce grand plafond de verre dont tout le monde semble parler, comme quoi il faudrait trouver un modèle plus performant, etc., était en fait un pur barrière et un pur plafond de puissance de calcul. Et qu'en fait, il faut faire quelque chose qu'aucun humain n'a jamais fait avant, c'est prendre des milliards d'euros, jeter par la fenêtre dans un modèle très basique, et pré-traîne un modèle en espérant que si on met suffisamment de puissance de calcul et suffisamment d'énergie là-dedans, eh ben, ça va faire des résultats incroyables. Donc on est en 2013, il n'y a pas de business plan, il n'y a pas de business model, il n'y a rien. Et Sam va convaincre des gens de mettre de l'argent en électricité et en puissance de calcul. Sans aucune garantie de résultat, et surtout à une époque où 99% des chercheurs en intelligence artificielle disent non, ce n'est pas un problème de puissance de calcul, c'est un problème de modèle. On n'a pas encore trouvé le modèle le plus intelligent. Et pourquoi ils disent ça? Parce que si on revient au principe premier des débats, on comprend mieux ce qui se passe dans le monde. Ils disent ça
parce qu'ils regardent nous, les humains, et ils regardent notre fonctionnement. Votre cerveau, là, entre les deux oreilles, il fonctionne avec très peu d'électricité, 18 volts. Il fonctionne avec très peu d'énergie, un peu de nourriture, un peu de glucose, un peu de gras. Et il arrive à produire des calculs dont la plupart des machines en intelligence artificielle sont incapables. Notre niveau de training, vous prenez n'importe quel enfant de 5 ans, il a vu plus d'images, je ne sais pas combien d'images par seconde dans sa vie, que n'importe quel IA traîne aujourd'hui dans les modèles. Et seulement à l'âge de 5 ans, je ne vous parle pas à 40 ans, 50 ans. Et le cerveau qui fonctionne chez nous est un mystère, puisqu'il semble être capable d'une puissance computationnelle complètement dingue. Prenons un exemple très simple. Le fait de rattraper une balle pour un robot. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos de Boston Dynamics, où on envoie une balle et il y a un robot qui fait « tout, tout ». Et bien, ça demande énormément de puissance de calcul, énormément d'ingénieurs, énormément d'algorithmes, alors que nous, un enfant à partir de l'âge de 5-6 ans, s'il n'est pas trop con, il la rattrape la balle. Donc imaginez, vous avez d'un côté besoin de centaines d'ingénieurs qui travaillent sur un domaine hyper compliqué avec des algos hyper avancés pour attraper une balle, là où un humain l'attrape en 5 ans ou 6 ans d'apprentissage. Et donc la conclusion logique de ça, c'est que le cerveau humain a un algo que les machines n'ont pas encore découvert, et que donc ce n'est pas un sujet de puissance de calcul, c'est véritablement un sujet de modèle. Et pendant que tous les chercheurs en intelligence artificielle vont chercher d'autres modèles, Sam Altman va prendre un modèle qui s'appelle GPT, le modèle des tensors, et il va dire on va mettre énormément de data dedans et on verra bien ce que ça donne. Et ce pari va coûter des milliards, littéralement. Ils ont littéralement pris des milliards, ils ont brûlé, et ils se sont dit tiens, ça marche ou pas. Alors pour la petite histoire, leur premier milliard en plus, ça n'a pas marché. Ils ont fait un premier modèle éclaté au sol. Et ils ont été voir les mecs qui leur ont donné des milliards, on dit en fait, il n'y avait pas assez de milliards. Et franchement, rien que pour ça, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur Sam Altman, il a l'air autiste, il a l'air bizarre, il a... Ok. Mais en tant qu'entrepreneur, aller convaincre des gens de balancer des milliards par la fenêtre sans aucune garantie de résultat pour un truc qui n'a jamais été fait par personne avant et sans même savoir comment il allait gagner de l'argent avec ça, c'est invraisemblable. D'ailleurs, il y a une vidéo de Sam Altman qui, je pense, le résume profondément. En 2014, il a fait une conférence où un étudiant en école de commerce lève la main et comme un bon étudiant en école de commerce, il dit « Oui, alors, c'est quoi le business plan et comment vous allez faire de l'argent ?» Et Sam, il fait « Ouais, alors, notre plan, c'est de demander à ChatGPT comment gagner de l'argent quand on l'aura programmé. » Et tout le monde rigole dans la salle. Et si vous regardez bien la vidéo, vous verrez qu'il a un petit rictus parce que je pense qu'il ne comprend pas pourquoi les gens rigolent. Parce que moi, je pense qu'il n'a pas compris à ce moment-là qu'est-ce qui est drôle dans ce qu'il vient de dire. Parce que ce type-là, dans sa réalité, dans ce monde-là, oui, c'est exactement le plan. On va créer une machine super intelligente et on va lui demander comment gagner de l'argent. Pourquoi tu rigoles? Enfin, c'est un plan génial. Et donc ça, c'est la fondation d'OpenAI. On accélère l'histoire, je vous épargne les dramas, je vous épargne l'histoire avec Elon Musk, blablabla. Bla 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 bla. Et on se retrouve pile poil il y a un an, en décembre 2022, et ChatGPT est né. Et ChatGPT, quoi qu'on en pense, il y a un avant, un après. Aujourd'hui, on prend pour acquis tout ce que ces IA font, comme si c'était normal, comme si c'était pas spectaculaire, etc. Alors que si on avait la moindre mémoire de à quoi ressemble le monde avant, on sait très bien que le monde n'était pas pareil. Quand il y a eu la crise OpenAI, et que OpenAI a semblé à un moment virer Sam Altman, et qu'on ne savait pas si ça allait survivre, et que Microsoft allait racheter, etc. Moi, j'ai passé 3 jours d'angoisse à me dire comment je vais vivre sans ChatGPT dans ma vie. Parce que si vous prenez quelqu'un comme moi, aujourd'hui, ChatGPT, c'est entre 4 à 5 heures par jour de ma vie. Et ça a complètement changé ma productivité. Et alors, pour intégrer un outil comme ça dans votre vie, il faut faire 3 choses. La première chose, c'est qu'il faut le prendre au sérieux. Ça, c'est le truc le plus dur à faire. Énormément de gens veulent
des formations sur l'IA, veulent trouver des trucs et des astuces, des super prompts, des modèles de prompts, blablabla. Il y a plein de contenus très intéressants sur Google à propos de ça. Mais aucun de ces contenus n'a la moindre valeur et n'a le moindre intérêt si, fondamentalement, vous n'avez pas un mindset hyper important qui est de prendre cette IA au sérieux. Et quand je dis de la prendre au sérieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme quand vous interagissez avec un humain, comprendre que le niveau du résultat qu'elle va produire ne va pas dépendre de elle, mais de votre capacité à l'obtenir. Et ça, c'est un truc flippant dont personne ne parle, c'est que tout le monde s'attend à ce que OpenAI ait créé avec ChatGPT un outil universel qui résout à nous tous nos problèmes. Et pourtant, OpenAI a créé un outil qui crée une nouvelle forme d'inégalité entre les gens. Une inégalité entre les gens qui savent taper un prompt et qui savent itérer et qui savent finir par obtenir ce qu'ils veulent, et les gens qui n'ont pas la rigueur, pas la patience et aucune des connaissances nécessaires. Et le problème, c'est qu'au-delà des prompts, alors, on peut vous donner des méthodes. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode CoStar pour faire contexte, machin, truc. Il y a plein de façons de gérer ChatGPT, d'apprendre à gérer ChatGPT, etc. Mais aucune de ces méthodes, vous pourrez les découvrir si vous ne comprenez pas que c'est avant tout votre mission de le prendre au sérieux et d'itérer, de communiquer et de recommencer jusqu'à ce que vous trouviez le bon chemin. Et ces systèmes-là, ils ont une caractéristique un peu perturbante, c'est qu'à prompt égal, le résultat n'est jamais garanti. Vous pouvez taper un prompt, ça va faire un résultat mauvais, et un autre va taper le même prompt, et ça va faire un bon résultat. Et cette part d'entropie dans les résultats de ChatGPT, c'est-à-dire cette part de hasard, cette part que vous ne pouvez pas maîtriser, en fait, vous avez besoin d'en faire une force. Puisque c'est cette part-là qui va donner le côté artistique dans l'utilisation d'un ChatGPT et des prompts, etc. Est-ce que ces technologies ne vont pas tellement s'améliorer que les prompts vont devenir de plus en plus fiables? Il y a une question philosophique qui se pose là-dessus. C'est que imaginez que ces IA et que l'intuition de Sam Altman sur l'intelligence était bonne. Qu'en fait, l'intelligence, c'est juste du chaos et c'est juste une très grande puissance de calcul. Et bien, le système biologique dans lequel on est, nous, d'intelligence dispersée, regardez combien il faut d'humains différents pour aller résoudre un problème. Prenez ça comme image. Chacun de vous dans cette pièce a des forces et des faiblesses. Chacun de vous a son entraînement spécifique. Chacun de vous a son interface de communication spécifique. Certains sont capables de choses dont les autres ne sont absolument même pas capables d'imaginer. Pourquoi les IA, en augmentant en intelligence, ne seraient pas dans le même niveau de chaos? Pourquoi, en fait, l'interaction entre un humain et une IA ne donnerait pas quelque chose de spécifique? Et c'est pour ça que je pense qu'il est hyper important de se plonger dans ces outils dès maintenant. La deuxième chose à faire pour bien utiliser ces outils, c'est que si vous avez le bon mindset et que vous les prenez au sérieux, il faut les essayer et itérer sur des projets simples. Quel est le problème? Très souvent, les gens sont trop ambitieux trop vite. Ils ont tendance à surestimer ce qu'ils peuvent faire à court terme, mais carrément sous-estimer ce qu'ils peuvent faire à long terme. Et alors, l'exemple le plus courant que j'ai vu, moi, dans mon entourage, notamment dans cette maison, c'est les livres. Les gens voient ChatGPT, ils se disent « Enfin, je vais pouvoir écrire un livre ». Ils essaient d'écrire un livre dans ChatGPT, ça ne marche pas, c'est catastrophique, ils arrêtent. Pourquoi? Parce que si vous voulez écrire un livre dans ChatGPT, il faut en fait passer par tout un process. Il faut lui demander des idées sur le livre, ensuite créer la structure narrative en brainstormant avec lui, donc en le prenant au sérieux comme co-auteur. Il faut lui donner des idées, être clair avec lui, trouver des choses fondamentales dans votre livre qui va faire la différence. Et ensuite, il faut l'écrire paragraphe par paragraphe. Et il faut créer un système prompt pour qu'il puisse écrire de façon cohérente tout le livre et qu'il ne change pas de ton en chemin. Et donc, quelle est la meilleure façon de faire ça? Eh bien, c'est de lui demander de l'aide pour atteindre ce résultat. Et donc, oui, écrire un livre avec ChatGPT, c'est possible, mais ça demande un format de travail. Si vous êtes très bon à écrire un livre, c'est peut-être plus rapide d'écrire le livre vous-même que de faire ce process. Mais où l'intelligence artificielle est hyper intéressante,
c'est que l'intelligence artificielle réduit les barrières. Là où vous n'étiez pas capable de faire quelque chose, vous pouvez acquérir une métacompétence qui est la formalisation et la rigueur. Et grâce à cette métacompétence, utiliser ChatGPT dans tous les domaines. Et ça change tout. Parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, quel que soit votre niveau d'expertise dans n'importe quel sujet, vous pouvez atteindre un niveau moyen dans tous les autres sujets. Supposons que ChatGPT est un écrivain moyen, un codeur moyen, un graphiste moyen. Avant, et que vous êtes, je ne sais pas, un très bon comptable. Je ne sais pas pourquoi je regarde là et je me dis comptable. C'était gratuit, pardon. Imaginez que vous vous dites ça. Eh ben, ça veut dire que maintenant, vous pouvez acquérir des compétences moyennes dans tous les domaines. Et donc, vous-même, votre compétence composée monte d'un niveau. Et ça, c'est le troisième point. C'est l'erreur qu'on fait sur l'IA. L'IA n'est pas à un niveau où on peut lui demander des résultats finis. Et ça, c'est une très, très grande erreur des gens. On leur a tellement raconté dans les films de science-fiction, dans les livres de science-fiction, que l'IA était une intelligence omnisciente, omnipotente, qui allait faire à leur place, que dès que l'IA n'est pas capable d'agir et de faire, ils s'arrêtent et ils sont déçus. Et moi, je pense que l'une des très, très grands problèmes de l'IA actuellement, c'est qu'elle est finalement extrêmement déceptive par rapport au fantasme. C'est que si vous pensez Minority Report, si vous pensez Terminator et que vous voyez ChatGPT, vous dites qu'il y a un truc qui a foiré en chemin. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est fort probable que les IA qui existent dans les films n'existent jamais. Alors peut-être qu'elles existeront un jour, mais en tout cas, elles ne seront pas le résultat linéaire des IA qu'on a commencé à développer aujourd'hui. Et si vous réfléchissez et vous dites, l'IA va atteindre un niveau d'esprit humain. Si vous avez déjà eu un employé dans votre vie, vous savez à quel point un esprit humain, c'est limité. Parce que tout le monde se dit, oh mon Dieu, ça va être aussi fort qu'un humain. Mais moi, je me dis, mais la cata. On n'a pas besoin de quelque chose d'aussi fort qu'un humain, on a besoin de quelque chose infiniment plus intelligent qu'un humain, et on en est extrêmement loin. Alors, encore une fois, personne ne sait l'avenir. Souvent, les gens adorent prédire l'avenir. J'ai jamais trop compris l'intérêt de ça. Le vrai intérêt d'un entrepreneur, c'est de ne pas être jet-lagué par rapport au présent. C'est-à-dire que pas besoin de savoir où l'IA va. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'est-ce que l'IA aujourd'hui peut changer fondamentalement dans votre vie. Aujourd'hui, pas demain. Et si vous reprenez mon framework en 3 points, à savoir 1, prendre l'IA au sérieux, 2, itérer, et 3, comprendre que ce n'est pas des documents complets qu'elle va produire, et ben vous pouvez vraiment rentrer dans une nouvelle ère de productivité qui ressemble un peu au rêve des hommes de la Renaissance de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci dit « Un jour, un homme complet apparaîtra, il maîtrisera tous les savoirs et toutes les sciences, et ainsi il sera l'homme complet. » En fait, il parlait de ChatGPT. Il ne le savait pas, mais il était là, en fait. Et en fait, cette opportunité-là, c'est une opportunité fondamentale et formidable. Et ce qui est fou, c'est que autant les IA généralistes sont extrêmement compliqués à programmer, extrêmement compliqués à atteindre. Je veux dire, quand vous voyez un outil comme ChatGPT, on est en train de parler d'une des choses les plus dures au monde à mettre au point. Mais par contre, si vous utilisez cette puissance dans des IA spécialisées, là, vous n'avez pas vu ce qui se passe. Et repensez à vous et vos humains. Pourquoi les humains sont une espèce tellement formidable? C'est une espèce indifférenciée qui se spécialise, malgré elle, socialement, par pure contrainte sociale. Les gens se spécialisent par prestige, les gens se spécialisent pour l'argent, les gens se spécialisent par conformité sociale, mais à un moment ou un autre, on se spécialise. On acquiert des compétences. Alors, il y a des gens qui jouent au jeu du statut, il y a des gens qui jouent au jeu de l'argent, il y a des gens qui jouent au jeu de faire plaisir à leur famille, mais finalement, ces 3 jeux, c'est la même chose. On a des tokens, et ces tokens, on les utilise pour apprendre des choses, et on espère que les autres vont nous donner des tokens. Et on est un animal profondément social. C'est-à-dire qu'on compte sur la spécialisation des autres pour survivre. Personne ici dans cette pièce sait faire de meubles, à part un d'entre nous. Et donc, on compte sur elle pour nous faire des bons meubles. Moi, je ne me rentre pas le matin en me disant, alors, putain,
Ah, c'est chiant, aujourd'hui, j'ai pas pu m'asseoir sur une chaise. J'ai pas pris 4 heures pour la fabriquer. Pourquoi les IA seraient différentes? Pensez-y en termes d'analogie. Tout le monde veut faire une IA qui fait tout. Mais aucun humain sur Terre ne fait tout. Donc si on reprend l'anthropomorphisme et l'image que de se dire l'humanité, c'est une intelligence qui a été optimisée après des centaines et des centaines de millions d'années d'évolution. Pourquoi la nature n'aurait pas réussi de faire de nous des choses généralistes? Et pourquoi une machine arriverait à faire ce que la nature n'a pas réussi à faire? Ou du moins, si des gens essaient de faire ça, vous, au présent, ça ne vous concerne pas. Puisque vous, au présent, la caisse à outils dont on a à notre disposition, c'est quoi? C'est des outils fondamentaux qui peuvent nous permettre de faire des IA spécialisées. Et je pense que là, l'opportunité entrepreneuriale des 10 prochaines années, on va vivre un cycle de 10 ans où l'émergence des IA spécialisées va tout exploser. IA spécialisée en code, IA spécialisée en écriture, même à l'intérieur de l'écriture, on va spécialiser les IA. Regardez, tout le monde veut faire une IA d'écriture. Mais combien il y a de formes d'écriture sur Terre? Écriture narrative, écriture de dialogue, écriture de pub, écriture de film, écriture pour enfants, écriture pour adultes, écriture érotique. Vous pouvez entraîner des IA sur à peu près tous les sujets d'écriture. Pourtant, tout le monde espère voir l'émergence d'une IA générale qui sait tout écrire et s'adapter au contexte. Or, vous, votre véritable opportunité, c'est d'aller spécialiser l'IA. Et là commence un travail qui est un travail très peu exploité, celui du fine-tuning et le fait de personnaliser votre propre GPT. Alors OpenAI a lancé 2 outils là-dessus. Un outil pour les devs en API, qui permet de programmer votre propre API, et ils ont fait la version neuneu de ça avec GPTS. Neuneu au sens vraiment positif du terme. Vous n'avez pas le temps d'apprendre à programmer. OpenAI a une solution pour vous, c'est de programmer votre propre GPTS. Et ça, c'est une opportunité incroyable. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous-même, vous pouvez éduquer une IA à votre besoin spécifique. Et là démarre ce que je vous encourage tous à faire. C'est quand je vous ai dit il faut prendre au sérieux intellectuellement le ChatGPT, il faut aussi prendre les IA au sérieux logistiquement. Si vous voulez changer votre niveau de productivité, ça part par comprendre les mécanismes de votre productivité. Qu'est-ce qui fait que dans votre journée, vous allez faire des choses où vous allez travailler sur des sujets? Donc comment on fait ça? Je vous encourage à noter dans un calendrier toutes les tâches que vous faites, même les plus insignifiantes. Tout, aux 5 minutes près. C'est un peu fatigant. Il y a des outils qui permettent de faire ça. Il y a des timers pour avocats, etc., qui permettent de noter ce que vous êtes en train de faire au fur et à mesure, avec un peu de trucs. Prenez un outil comme ça et notez étape par étape ce que vous faites. Faites-le pendant 3-4 semaines et vous allez vous constituer une sacrée base de données sur vos journées et vos méthodes de travail. Ensuite, vous vous asseyez, vous prenez tous ces micro-événements entre 5 minutes et 1 heure que vous avez pris, ok, et vous allez mettre 3 codes couleurs. Premier code couleur, vous l'avez fait vous-même, ça a énormément de valeur de le faire vous-même, et vous ne pensez pas qu'une IA peut le faire. Code rouge, vous l'avez fait vous-même, mais ça n'a pas de valeur. Vous aimeriez bien qu'une IA le fasse, mais vous ne savez pas laquelle. Code orange, vous l'avez fait vous-même, ça n'a pas de valeur, une IA devrait le faire, et vous savez quelle IA le faire, et vous notez l'IA si vous connaissez des outils, etc. Simplement en mettant ces couleurs-là sur un cycle de 3-4 semaines, vous allez avoir une représentation graphique de l'importance de l'IA dans votre vie. Et maintenant commence un travail tout bête. C'est quoi ce travail? C'est de demander à une IA comment faire pour chacune des étapes. Quand je vous ai dit qu'il faut prendre les IA au sérieux, ça part jusqu'au point de les prendre au sérieux pour nous donner des instructions. Et ça, c'est souvent l'erreur que les gens font. C'est de ne pas comprendre que les IA sont des méthodes pratiquement self-réflectives. Donc, si vous ne savez pas comment faire avec une IA quelque chose, demandez à une IA comment le faire. Et petit à petit, vous allez trouver des outils, vous allez trouver des tutoriels, vous allez trouver des informations, vous allez trouver des logiciels, et vous allez monter votre stack petit à petit organiquement. Ce qui risque de vous amener normalement à un 100% de vert dans votre agenda sur ce premier cycle. Puis vous recommencez. Parce que pourquoi? Quel est l'aspect très sous-estimé des IA?
que moi j'ai vécu l'année dernière comme un choc. Moi l'année dernière, j'ai fait pour la première fois de ma vie un burn-out. Je suis hyper fort à me gérer. Je suis capable de travailler énormément et je suis capable de me reposer très activement. Comme n'importe qui fait ce que je fais depuis des années, on développe des routines, on développe des vraies méthodes pour prendre soin de soi. Quel était le grand problème de ma vie, moi? Le grand problème de ma vie, c'est que ce qu'il y a ici a beaucoup de mal à sortir là, puis quand ça rentre n'importe où, ça devient une catastrophe. Donc ici, c'est hyper clair, et puis là-bas, c'est la cata. Et parce que c'est hyper dur de communiquer ce que vous imaginez. Pendant très longtemps, quand j'avais une idée, eh ben, cette idée, elle devenait rien. Sauf que, quand l'IA est apparue, quand à 1h du matin, je suis tout seul et que je me dis « Ah tiens, j'ai une idée », eh ben, je me dis plus « Ah bah tiens, j'ai une idée, on va rien en faire ». Je me dis « Tiens, on va essayer de la fabriquer avec une IA ». Et je me suis remis à fabriquer des trucs et des business et des machins, à tel point que qu'est-ce qui se passe quand on fait ce process d'agenda? Eh ben, on crée du travail et de la productivité qu'on n'avait pas avant. Je vous donne un exemple. Si vous répondez à tous vos emails en moins de 5 minutes, votre taux de conversion explose. Parce qu'un client à qui vous répondez en 5 minutes a plus de chances de devenir un client qu'un client à qui vous répondez en 1 heure, qui a exponentiellement plus de chances de devenir un client qu'un client à qui vous répondez en 3 jours. Avant, ce n'était pas possible de répondre en 5 minutes aux gens. Maintenant, avec l'IA, vous pouvez garantir 5 minutes de réponse à 100% de vos prospects. Qu'est-ce qui se passe? Votre nombre de prospects augmente. Donc, votre quantité de travail augmente. Et peut-être que vous n'avez pas les bonnes personnes, la bonne infrastructure, etc. pour absorber ça. Et donc, l'IA vous crée des solutions, mais vous crée des problèmes. Et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant dont on parlera à la fin. C'est que je me suis toujours demandé d'où venait cette idée que l'IA allait détruire du travail. Parce que n'importe qui a utilisé une IA sur l'année dernière se rend compte que le niveau de travail créé est dingue. Pour vous donner un chiffre, mon cas à moi, j'ai passé 2 ans comme solopreneur tranquillement après l'affaire The Family, etc. Beach Club, petit cocktail, parapluie dans le cocktail, enfin la totale. Et franchement, je travaillais 2-3 heures par jour, je gérais tout tranquillement. J'ai commencé à mettre l'IA dans ma vie, on est 30 personnes dans mon équipe. Et c'est pas fini, et ça ne fait qu'empirer. Littéralement, j'ai créé 30 postes qui aujourd'hui n'existeraient pas si je n'utilisais pas l'IA au quotidien. Pourquoi? Parce que le nombre d'opportunités économiques et la surface des opportunités économiques a complètement changé. Et donc, si vous arrivez à faire ce process, eh ben en fait, vous vous rendez compte que ce process, il est infini. Parce qu'ensuite, il y a l'IA de vos collaborateurs. Ensuite, il y a l'optimisation de leur process. Ensuite, il y a l'IA au service de vos clients, dans vos produits, dans vos infos. Et en fait, vous vous rendez compte que le cycle IA dans lequel on est rentré va donner du travail aux gens pendant les 20-30 ans qui viennent, mais easy peasy. Quand vous voyez que le cycle Internet n'est pas fini, je me demande comment les gens peuvent imaginer que le cycle IA va finir rapidement. Imaginez, il y a des gens qui en 2024, hein, ouais. Imaginez qu'en 2024, il y a des gens qui achètent un WordPress pour 15 000 €. Tous les jours, dans ce monde, il y a un mec qui arrive à vendre un site WordPress pour 15 000 € à un autre mec. Et il y a 90 000 abrutis qui regardent ça et qui disent « l'arnaque ». Parce qu'ils ont cette notion extrêmement franco-française de l'arnaque qui est gagner sa vie, grosso modo. Tout Français qui gagne sa vie est un arnaqueur. Hein. Et si c'est une femme, c'est en plus une pute. C'est vraiment, sur Internet, on est devenu dans une logique où on n'arrive pas à comprendre le consentement. Le mec qui achète son WordPress 15 000 €, oui, il pourrait aller sur WordPress lui-même, oui, il pourrait le faire, et oui, ça coûte 200 €. Ce qui est bizarre, c'est que quand un mec refait lui-même sa salle de bain, au lieu de payer un artisan 3 000 €, personne ne se dit « l'artisan l'a arnaqué ». Sauf quelle est la différence entre l'artisan et le mec qui fait un site WordPress? C'est que l'artisan, il a tous les stigmates du travail. Il a mal aux genoux, il transpire, il a de l'effort, et il a cette notion que dans la francophonie, on se gargarise toute la journée, qui est le mérite. On a mérité notre argent. Alors si je peux vous donner un secret, un tout petit secret,
L'argent, ça ne se mérite pas. Personne ne mérite son argent. Personne ne devient riche par mérite. On devient riche par opportunité. On devient riche parce qu'à un moment, il y a des gens qui veulent quelque chose et on leur a fourni. Alors des fois, on l'a fait avec des efforts, des fois, on l'a fait sans effort. Il est fort probable quand même que si vous arriviez à le faire de façon consistante sur le long terme, ça finisse par être très fort. Parce qu'en fait, ce qu'on ne voit pas chez le mec qui a vendu le WordPress 15 000 €, c'est que pour vendre un WordPress 15 000 € en 2024, on est en concurrence avec des milliers d'autres mecs qui vendent des WordPress à 15 000 € et il faut aller grinder et se prendre beaucoup de portes dans la gueule avant qu'un mec accepte. Donc l'effort, il n'est pas dans le travail, l'effort, il est dans le sales. Et l'effort sales paraît ne pas être du travail en France, mais pourtant, c'est du travail. C'est une autre forme de travail, mais ce n'est pas ce qui justifie le prix que vous payez. Le prix n'est que fonction de l'offre et la demande. Point. Il n'y a pas de valeur religieuse dans le prix. Il y a pas, quand les gens disent valeur ajoutée, alors moi j'aimerais rencontrer le mec qui un jour a inventé ce concept-là de valeur ajoutée. Parce que, à mon avis, c'est une bonne arnaque ce truc. C'est un mec aux US qui a créé le mot added value. Il faut voir comment les Américains comprennent ça. Hein. Added value, aux États-Unis, ça veut littéralement dire on est d'accord. Les Américains sont tellement transactionnels dans leur culture. Puis on l'a traduit en français. Valeur ajoutée. D'ailleurs, on a même créé une taxe, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Pour vous dire à quel point c'est magique, le gouvernement s'est dit, attends, les mecs, ils produisent de la magie, on va prendre une partie de cette magie pour nos caisses, de toute façon, ils ne l'ont pas mérité, cet argent. Et donc, évidemment que si vous ramenez ça à des questions de mérite, etc., vous ne comprenez pas le jeu dans lequel vous jouez. Le seul jeu dans lequel on joue, c'est l'offre et la demande. S'il y a une offre, il y a une demande. Alors vous allez me dire, oui, mais des fois, on ment aux gens, on raconte n'importe quoi et les gens achètent. Ok, très bien. Alors, le mensonge est puni pénalement, hein, appelle des ventes forcées, des ventes malhonnêtes, etc. Et si vraiment les gens qui faisaient ça le faisaient réellement, bah, il y a la DGCRF, il y a la police, vous pouvez très bien aller porter plainte et pas casser les couilles des gens pendant toute la journée. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre la valeur des autres. Prenons un exemple. La semaine dernière, j'ai vendu un séminaire avec moi de 3 jours pour 45 000 €. Donc évidemment, sur LinkedIn, tous les clochards sont venus en disant « nanani, nanana, ça ne les vaut pas ». Mais ce qui est complètement fou, c'est qu'à la fin de la journée, c'était quoi le feedback le plus courant autour de la table? Putain, c'est dingue, j'y crois pas. J'ai déjà remboursé mes 45 jours sur la première journée. J'aurais jamais cru que c'était possible. Et pourquoi c'est ce feedback-là? Parce que moi, je connais le mécanisme de l'offre et de la demande. Je sais ce qu'il faut faire pour que tout le monde soit content d'avoir payé 45 000 €. Il faut leur faire gagner 45 000 € le premier jour. Donc moi, quand ils sont arrivés, j'ai tout préparé dans ma tête. J'ai travaillé avant. J'ai tout regardé. Et je vais créer de la spontanéité pour leur dire, voilà le feedback. Parce que je veux qu'ils se disent, putain, je ne me suis pas fait enfler. La prise de risque, ça donne des résultats asymétriques. Ils ont pris un gros risque de me faire confiance et de me donner 45 000 € au front, à moins de leur donner un résultat asymétrique. Mais la valeur que je leur donne, elle n'est que portée par l'offre et la demande. Ça ne vaut pas 45 000 €. Si je savais comment produire 900 000 € ou 1 million d'euros chez les gens, ben je leur demanderais 1 million d'euros upfront. Je ne sais pas faire. Donc, on met son prix à l'endroit où on arrive à justifier une offre et une demande. Et de ce point de vue-là, l'IA va tout changer. Parce que, prenons un exemple. Vous êtes une agence de logo. OK? Qu'est-ce qui a de la valeur quand vous allez acheter auprès d'une agence de logo? Est-ce que c'est le travail du mec qui fait le logo pendant des heures? Est-ce que c'est ça que vous valorisez? Je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue, moi, ado. Ado, j'ai fait un stage, c'est un grand mot, mais à un moment donné, j'avais envie de comprendre le monde du branding, le monde des agences, etc. Et j'ai cassé les couilles d'un patron d'agence pour me prendre gratuitement pendant quelques semaines et observer. Et on est en réunion avec une banque, j'ai vu la banque, et ils veulent refaire leur logo. Et donc, il y a 2 personnes dans la pièce. Il y a l'artiste et le vendeur. Et alors, l'artiste, il est là en train de machin, et il imagine des logos pour la banque, et il est en train de dessiner. Et il y a le vendeur, il vend son process. Et nanani, on va faire une étude, une analyse, un truc, un machin, un. Puis l'artiste, à un moment, les mecs partent faire le café,
Et il va voir le vendeur, il lui dit, vous savez, est-ce que vraiment on a besoin de faire tout ça? Regarde, j'ai dessiné le logo, je le trouve plutôt pas mal. Le mec, il regarde le logo, il fait, cache ça! T'es con ou quoi? Et pourquoi? Parce que les gens ont besoin de cérémonial. Ils ont besoin d'en avoir pour leur argent. Sauf qu'en fait, ils pourraient payer tout de suite ce logo, ce prix-là, mais ils auraient l'impression de se faire arnaquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que le type n'a pas travaillé. Et ça, comprendre la psychologie des clients et comprendre que les gens sont à côté de la plaque sur la création de valeur, c'est une chose, mais vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez absolument comprendre qu'est-ce que les gens valorisent, comment ils valorisent. Être entrepreneur, c'est avant tout un sujet de psychologie. Et donc, reprenons mon histoire de logo. Est-ce que les agences de création de logos vont disparaître avec l'émergence de l'IA? Tout le monde pense que oui. Parce que les gens disent « Ah bah oui, maintenant je vais faire mon logo moi-même ». Sauf que mettez un mec qui n'a pas de goût devant un outil de logo et regardez les logos pétés que ça fait. Moi, j'ai des gens, ils m'ont envoyé des logos, ils me disent « Ouais, regarde, j'ai généré en IA, c'est génial ». Et là, tu vois un truc, tu te dis « Heureusement que tu l'as généré en IA hein. ». Ce serait insultant si un humain avait fait ça. Et ils ne voient pas avec leur œil parce qu'ils n'ont pas de goût. Et donc, on va passer d'un monde où on achetait le travail des créateurs de logos à un monde où on va acheter leur goût. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que le nombre de vendeurs va s'écrouler. Parce que le goût, ça se vend plus vite, plus fort, plus rapidement et plus cher. Le travail, c'est laborieux. Il faut beaucoup de gens, il faut beaucoup d'ouvriers. Et ça, ces ouvriers vont disparaître. Et donc, pour vraiment comprendre la transformation sociétale de l'IA, il faut comprendre ce paradigme entre le cuisinier et le chef. On va vivre dans un monde où les chefs vont avoir une capacité de production comme ils n'ont jamais eu dans leur vie. Les cuisiniers, quant à eux, vont être de moins en moins nécessaires. Et le gap entre un cuisinier et un chef va de plus en plus être élevé parce que pendant très longtemps, le seul moyen de devenir un chef, c'était d'être un cuisinier, mais qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, des gens vont pouvoir devenir des chefs sans être passés par la case de cuisinier. Et ça, c'est qu'il faut comprendre la nature fondamentale de la valeur qui ne disparaîtra jamais avec l'IA. Et ça, c'est vraiment mon opinion philosophique sur le sujet. C'est que je pense que les humains ont une capacité incroyable à créer de la valeur sur du vent. On est une espèce sociale, mais on est une espèce de storytelling. Regardez, la valeur sociale d'un être humain à l'ère préhistorique, c'était quoi? C'était de buter un mammouth. C'est-à-dire que le mec qui voulait choper à la sortie de la cave, il avait intérêt d'avoir buté un ou deux mammouths. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de buter un mammouth ou pas, mais c'est très dur. La plupart des gens en meurent, ça demande des efforts, des années d'entraînement, il faut buter des plus petits trucs avant d'aller s'attaquer au mammouth. En général, on ne s'attaque pas au mammouth tout seul, il faut avoir des copains, il faut y aller en bande. Je ne sais pas si vous voyez à l'époque le business du mammouth, il devait y avoir un Oussama Ammar à l'époque, et comme ça, devant le feu, il faisait « Alors les gars, cette semaine, vous pouvez buter un mammouth. Tout le monde peut buter un mammouth, c'est qu'une question de formation. Alors, on reprend, la lance. Mais toi, tu n'as jamais été buter un mammouth. Ta gueule, vas-y, va buter des mammouths pour moi. » Et en fait, regardez, d'un seul coup, on n'a plus besoin de buter des mammouths. Si quelqu'un venait ici et vous disait « Hello, je suis buteur de mammouth », ce serait très peu probable qu'il ait une reconnaissance sociale. On est passé de quelque chose qui était le top du top socialement à quelque chose dont tout le monde s'en fout. Et il n'y a pas de raison en fait qu'on n'ait pas le même phénomène fois 1000 avec l'IA. C'est-à-dire qu'il est fort probable qu'on va voir apparaître des choses qu'on n'arrive pas à imaginer. Alors j'ai des petites intuitions sur le sujet. Première intuition, à mon avis, on est tellement inégaux dans notre capacité à parler avec les IA que pendant des années, les gens qui savent parler avec les IA vont être hyper valorisés. Alors ça s'appelle prompt engineer. À mon avis, c'est un nom qui ne va pas rester. C'est trop dur en dîner de dire tu fais quoi, prompt engineer. Donc, à mon avis, il va falloir une agence de com ou deux qui travaille sur le sujet, mais il va y avoir des gens qui vont valoriser leur capacité à utiliser les IA. Ensuite, il va y avoir énormément de restructuration de qu'est-ce que le travail. On va passer d'un monde où le travail, c'est le temps passé, à un monde où le travail, c'est la capacité de jugement, le goût, l'œil, la capacité de savoir si quelque chose va marcher ou pas. Dans un monde où il va être tellement facile de produire des choses
que ce qui va vraiment faire la différence, c'est la capacité de savoir ce qui est produit a du sens ou pas. Et je vais vous donner un exemple, moi, que je suis en train de vivre en ce moment, qui est mon studio de dessin animé en IA. Ce qui est incroyable en faisant un studio de dessin animé en IA, c'est que vous travaillez avec des artistes qui viennent du monde classique des dessins animés, et vous voyez deux types de réactions. Vous voyez les réactions que je vais appeler enfin c'est mon moment. C'est-à-dire que c'est des gens qui pendant des années ont plein d'idées, ont vraiment beaucoup, ils savent exactement ce qu'ils veulent, mais ils n'ont jamais pu le faire parce qu'avant un dessin animé c'était 2 millions de dollars la minute, 4000 personnes, un budget, un truc, un machin, et que donc le simple fait de bouger cette machine était complètement en dehors de leur imagination. D'ailleurs, pendant très longtemps, dans les grands studios de dessin animé, les mecs tout en haut de la hiérarchie, ce n'est pas les artistes les plus talentueux. C'est les meilleurs managers, c'est les meilleurs vendeurs, c'est les meilleurs mecs en pitch, parce que c'est des institutions politiques, en fait. Vous ne montez pas par votre coup de crayon. Vous ne montez pas par votre goût, tout le monde s'en fout. Vous montez par votre capacité à ce que les gens font ce que vous leur avez demandé de faire. Si vous prenez, par exemple, un mec comme le réalisateur d'un film comme Ratatouille ou Monster et compagnie, si vous les voyez, vous ne voyez pas à quoi ils ressemblent, mais si vous les voyez dans la vraie vie, c'est des managers à l'américaine. C'est-à-dire que c'est des mecs super forts à faire des reportings, des process, des rapports, des machins. Donc, il y a plein d'exemples comme ça où en fait ces gens-là n'étaient pas capables de produire parce qu'ils n'avaient pas les bons réflexes. Alors qu'à l'inverse, il y a des gens qui ont du talent et qui maintenant vont pouvoir le démontrer ce talent. Parce que eux, dans tout ce que l'IA produit, ils savent dire que c'est ce truc-là qui va faire rire l'enfant. Ils savent dire que c'est ce truc-là qui va devenir culturellement iconique. Et cette magie, cette espèce de truc qu'on a dans l'air, on voit, il y a des gens, ils sentent l'air du temps, ils sentent les tendances, ils arrivent à matrixer les gens sur qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui n'est pas cool. Avec l'apparition d'une productivité IA, c'est évident que ça va devenir majoritaire. Donc, je ne pense pas que l'IA va supprimer du travail. Je pense que l'IA va complètement redéfinir qu'est-ce qui a de la valeur dans le travail. L'effort va perdre de sa valeur, l'expertise va perdre de sa valeur, et ça, c'est sans doute le truc le plus dur pour la génération 30-55 ans. C'est que c'est des gens qui ont investi pendant des années dans des expertises, et d'un seul coup, des gens amateurs qui n'ont aucune expertise vont pouvoir produire la même chose. Et ça, vous avez deux attitudes psychologiques face à ça. Soit vous en souffrez, soit vous faites next. Et mon conseil, c'est faites next. Parce que de mon expérience, négocier avec un tsunami, ça finit jamais bien. Si vous avez un tsunami qui arrive sur vous et que vous dites « Alors, attends, stop les tsunamis, on va discuter un peu là, parce que c'est un peu dur, ça fait quand même 20 ans que j'ai construit cette maison, la maison, elle est solide, elle est belle, tu vas venir, tu vas la ravager. Il est fort probable qu'avant la fin, vous êtes fini. Donc, quand il y a un tsunami qui arrive, vous prenez vos petites pattes et vous essayez de partir. Et de ce point de vue-là, l'IA va être un véritable tsunami sur l'expertise. J'ai, moi, assisté à des nervous breakdowns invraisemblables de gens extrêmement solides. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, un ingé dans notre équipe, en call, s'est mis à pleurer comme un gamin de 5 ans, parce qu'il y avait un mec de 19 ans dans l'équipe qui codait plus vite, plus fort que lui, parce qu'il utilisait l'IA, et que lui, ça fait 6 mois, qui nous dit « Ouais, mais le code que l'IA produit, c'est pas tout à fait bien, machin ». Le mec en review, il se fait éclater par le gamin de 19 ans, et maintenant, il se rend compte que tout ce qu'il avait mis comme badge d'honneur de ce qui fait sa valeur, il y a un mec qui a ouvert la fenêtre, il a tout jeté pendant qu'il était en vacances, il est revenu, il n'y a plus de meubles, il n'y a plus rien, et il est en dépression. Et vraiment, je ne discompte pas la dureté de ces émotions-là, j'essaie juste de vous faire comprendre que tout le monde s'en fout. Moi, en tant que chef d'entreprise, oui, alors c'est sûr, je vais être sympa avec lui pendant le call, pendant 1 heure. À la fin de la journée, les mecs qui vont être promus, c'est les mecs qui utilisent l'IA chez moi. C'est cool, il est humain et tout ça, mais je ne suis pas un thérapeute, je ne suis pas une assistante sociale, j'ai une boîte à faire tourner, et donc je vais choisir la chose la plus efficace. Et je ne suis pas le seul, on est tous comme ça. D'ailleurs, lui-même, s'il était à ma place, il ferait la même. Donc ce n'est pas la peine de venir croire. Donc l'expertise va s'écrouler, l'effort va s'écrouler, le jugement va exploser. Pourquoi? Parce que dans un monde de bruit permanent, de production infinie, c'est votre capacité de jugement qui va faire la différence. Et le goût. On va entrer, moi je pense vraiment qu'on est en train de rentrer dans l'ère du goût. C'est l'ère où ceux qui ont du goût, qui sont capables de développer ce goût, d'avoir un choix cohérent, de créer de l'identité et de la fragmentation,
vont avoir un avenir radieux parce qu'ils vont pouvoir produire plus vite qu'ils n'ont jamais produit. Je vous donne un exemple tout bête. Nous, quand on produit un dessin animé, tout le monde imagine qu'on tape un prompt et il y a un dessin animé qui sort. Personne ne produit de dessin animé comme ça. Non. Ce qui est intéressant quand on produit un dessin animé en IA, c'est qu'avant, on faisait un film, ça prenait 10 ans, maintenant ça prend 2 ans. Mais surtout, on peut produire une BD, un roman, des posts sur Instagram, des comptes sur TikTok, et on peut produire des choses qui avant étaient inimaginables, à moins d'avoir une équipe infinie. Et c'est ça, en fait, la force de l'IA. Ça ne vous n'enlève pas le cœur de l'effort, écrire un scénario original, trouver des protagonistes enthousiasmants, etc. Mais ça vous met vraiment dans une situation où vous pouvez produire 10 fois plus, 20 fois plus, 100 fois plus qu'avant. Et si tout ça est cohérent, si tout ça a du goût, si tout ça rencontre son marché et est bien fragmenté, eh ben ça se passe super bien. Donc, pour finir, non, je ne crois pas que les robots vont nous buter. Je ne pense pas que l'IA va supprimer le travail. Je pense que l'IA va transformer le travail. Ça n'a jamais été un meilleur moment pour introduire l'IA dans sa vie. Prenez l'IA au sérieux et tout se passera bien. Merci. Eh, Basile, je peux m'amener de l'eau? Alors, est-ce que vous avez des questions? Il est quelle heure? J'ai parlé combien de temps? Je parlais 50 minutes, c'est ça? Okay. Trop bien. J'étais censé faire 40 minutes, mais bon. Le social, moi je suis convaincu qu'il va y avoir une sociologie by AI, parler dans la religion et dans la politique aussi. Je pense qu'il y aura un parti, je dirais pas bien, et les gens vont dire, nous on suit que ce que dit une certaine IA. Ouais. Alors, j'en pense beaucoup de bien. Moi, je me suis dit, pour la première fois de ma vie, j'avais envie de militer politiquement pour remplacer les gouvernements par des IA. Et c'est le projet politique qui m'enthousiasme le plus depuis longtemps. En fait, et je pense qu'il faudrait commencer par un pilier, la justice. Parce que franchement, ça changerait beaucoup, beaucoup, beaucoup la donne d'avoir une IA auditable qui rend des décisions de justice. Décentralisé, peut-être aussi persistante. C'est mon idée. C'est mon idée, auditable, décentralisée. Mais les services publics en IA, ça va être un immense sujet. C'est obvious. Ouais. L'IA se développe très vite. Ah, excuse-moi, pardon. Je pense à un truc, une connerie que j'ai envie de dire à la caméra. Je suis sûr qu'à un moment, il y a un mec qui va nous mettre Satoshi dans une IA, tous ces textes, etc. Et que Satoshi / Bitcoin va devenir la première religion. C'est le nouveau Jésus. S'il réapparaît pas, il est fort probable que les gens le déifient. Ouais, je sais plus qui parlait. Ouais, excuse-moi. L'IA se développe très vite, voire trop vite. Je pense que personne ne s'attendait il y a 1 an et demi à la puissance de ChatGPT. Ouais. Donc je ne vais pas te poser une question et te dire, ok, dans 5 ans, notre vie va ressembler à quoi grâce à l'IA. Ouais. C'est quoi les premiers steps que tu vois Ouais. applicables dans 1 ou 2, 3 ans maximum? Ouais. Alors, moi, ma thèse là-dessus, c'est que l'IA ne se développe pas assez vite. Et qu'en fait, l'IA va faire beaucoup de mal parce qu'elle est lente. Tout le monde n'arrête pas de dire c'est hyper rapide et tout, mais c'est pas vrai. Je veux dire, ChatGPT, ça doit être 100 millions d'utilisateurs. Sur les 100 millions d'utilisateurs, il y en a 20 millions qui l'utilisent pour de vrai. 20 millions de personnes sur 9 milliards d'habitants, c'est rien. Et en fait, le gros problème, c'est que ça va être hyper lent d'amener les gens à utiliser l'IA. Et l'IA va mettre énormément de temps à devenir persistante dans la société. Et donc, en fait, ça va être décevant. Et d'ailleurs, je pense qu'on commence à le sentir autour de nous. Le buzz de l'IA est en train de s'effondrer. Les gens se demandent bien ce que c'est que ce truc. Tous les gens qui avaient peur, ils n'ont plus vraiment peur. Il y a eu une folie, là, il y a 1 an. Tout le monde nous annonçait la fin du monde. Yomi me cassait les couilles toutes les semaines en mode les trombones, les machins. Enfin, vas-y, on est là. Et donc, en fait, je pense que la vraie transition, c'est qu'en fait, il va y avoir 2 types d'acteurs sur le marché. Il y a des acteurs IA-born et des acteurs traditionnels. Et les acteurs IA-born vont prendre des parts de marché très vite. Et c'est ça, en fait, la vraie opportunité. Et donc, la vraie transformation, ça ne va pas être tant le changement du monde que la création d'un nouveau monde. Dubaï est un bon exemple de ça. Tu vois, s'il y a une ville dans le monde où l'IA est omniprésente, c'est Dubaï. Parce que Dubaï a sauté plein d'étapes sur plein de sujets. Tu vois, la police ici en IA, la circulation est en IA, les hôpitaux, ils utilisent de l'IA à tous les étages. La dernière fois, j'ai été faire un scan de mes poumons ici, et je rentre dans une machine, et là, il y a une voix qui me parle, et
Je regarde comme ça et l'infirmière est en train de faire autre chose. Et là, je me rends compte s'il y a une IA dans le scanner. Tu vois, ça c'est des trucs au quotidien que tu vis ici, parce qu'ils s'en battent les couilles ici. Ils n'ont pas le temps. De toute façon, ils n'ont pas assez de gens. Ils n'ont pas que ça à faire de recruter des médecins du monde entier. Donc, ils adoptent les technologies. Mais ça va être dans des bulles comme ça. D'ici que la France devienne IA, en fait, il va y avoir 20 ans de process, quoi. La France n'est toujours pas passée au cycle 100% Internet. Et Internet, ça existe depuis 30 ans, 40 ans. Donc évidemment, c'est massif, évidemment, c'est très utilisé, mais on ne se rend pas compte de la fragmentation de la réalité. Ouais, vas-y. Je suis en train de réfléchir à ce que tu as dit et par rapport au fait qu'on n'a pas besoin d'être expert dans la matière en humain. Comment tu vas voir les grandes entreprises, si tu veux créer par exemple un cabinet de conseil en intelligence artificielle, souvent les grandes entreprises elles vont te dire oui mais nous on veut des experts, c'est-à-dire des PhD. Je sais bien. Comment tu te heurtes à cette friction même au Moyen-Orient en fait? Ouais, c'est une très 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 bonne question. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je pense que les grandes entreprises vont mettre du temps. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Là, tu pointes un point extrêmement simple. C'est que sur le marché de l'IA, on met tous les machine learning, les PhD et les machins. Et ces mecs-là peuvent être très brillants en algorithme, en machin. Ils ne comprennent rien au monde réel. Moi, je vois, j'assiste en France à beaucoup de critiques sur mes formations à l'IA. Je dis, ouais, mais t'es pas un expert en IA. Moi, j'ai un PhD depuis 10 ans. Je sais que c'est pas aussi simple. Frère, vas-y, je te regarde monter un business et je te regarde utiliser l'IA dans ton business. Et d'ailleurs, si vraiment tu en étais capable, au lieu de te plaindre, tu lancerais la formation concurrente et tu me ravagerais parce que tout le monde trouverait qu'elle est géniale. Sauf que tu en es incapable parce que dès que tu te mets à parler, il n'y a plus aucun humain devant toi. Et parce que c'est des gens qui ont vécu dans leur bulle pendant des années, tout à fait acceptable de parler entre PhD. Et c'est bien, il faut des PhD qui font avancer les algos, mais ces algos, quand ils sont au point, ils ont besoin de gens. Et là, tu as pointé le problème des grandes entreprises, c'est que les grandes entreprises, ayant une labellisation du monde un peu arriérée, pensent que c'est ces gens-là les experts, et ils sont foutus. Et moi, ma thèse, Naval dit ça depuis 15 ans, mais je pense que de plus en plus qu'il a raison, c'est qu'en fait, les grandes entreprises vont se fragmenter. C'est-à-dire que les grandes entreprises ne vont pas mourir parce qu'une autre grande entreprise va les concurrencer, mais parce que des milliers de piranhas vont partir à l'attaque des grandes entreprises dans plein de domaines invisibles. Et on oublie que les grandes entreprises, ça peut faire faillite. Je pense que la vague de faillite de grandes entreprises qu'on va vivre dans les 50 prochaines années va être complètement dingue. Si tu regardes les 500 plus grosses entreprises de 1948, aujourd'hui, il n'y en a plus que 3 vivantes. Tu prends les 500 plus grosses boîtes de 1948, il n'y en a plus que 3 vivantes. Et je ne crois pas que sur les 500 grandes entreprises d'aujourd'hui, on les aura encore dans 50 ans. C'est obvious. Et à cause de ça, c'est leur incapacité à faire venir un sang pirate neuf dans leur sang. Et donc je rebondis à ce que tu dis, est-ce que lorsqu'on crée un business dans l'IA, ouais. je réfléchis justement à ça. Je pense que le business de conseil dans l'IA, c'est un des pires business que tu puisses faire. Ouais. Vaut mieux créer des usages, vaut mieux créer des apps. Il y a plein de choses intéressantes à créer. Le business de conseil dans l'IA, c'est vraiment réservé. Soit, tu vois, nous, on a créé une boîte de conseil dans l'IA, on a pris un PhD et on a pris une approche un peu... parce qu'en fait, c'est très, 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 très petit comme niche. Donc, je vois deux sortes de types de clients. Ouais. À la fois les grands groupes, les grands clients institutionnels qui peuvent te faire décoller ta boîte directement en levant des fonds assez facilement. Et je dirais des sortes de PME, entre 50 et 500 personnes, mais qui auront plus cette facilité à t'embaucher pour te tester, pour voir comment tu vas débrouiller. Selon toi, c'est... Non, mais ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Tu vis un rêve. Les grands groupes vont très très peu dépenser. Et quand elles vont dépenser, elles vont voir Accenture et elles vont se faire niquer. Et elles vont se faire niquer parce qu'elles ont besoin de dire à leurs actionnaires qu'elles se sont fait niquer, mais au moins c'est auprès de gens sérieux. C'est vraiment le sujet. Et de l'autre côté, les PME, etc., elles sont complètement à la ramasse. Tu prends le tissu PME européen et pas encore passé à Internet. Et au Moyen-Orient? C'est encore pire. Par exemple, je sais pas, une boîte de nuit ou un... Mais qu'est-ce que tu veux? Restaurant, Jamais ils vont le faire. Des agences d'immobilier. Jamais ils vont le faire. C'est un très mauvais marché. C'est vraiment lutter contre le vent. C'était Don Quichotte et tu vas te taper des moulins. Et vraiment, tu parles... Alors là, pour le coup, prêcher dans le désert, c'est réel comme phrase. Je suis un peu candide, mais si tu viens leur voir et que tu leur dis mon business va vous apporter la valeur et vous allez économiser plus d'argent que ce que vous allez payer chez Tout le monde s'en fout.
Donc ta question, c'est on va aller voir les business, je répète parce que je me demande que des gens ne vont pas entendre. On va aller voir les business et on va leur raconter qu'ils vont gagner de l'argent. C'est pas comme ça qu'on vend quelque chose. On ne vend jamais un truc. Si on vendait quelque chose comme ça, personne ne vendrait de cigarettes et tout le monde mangerait du kale. Si tu ne comprends pas la nature profonde de l'humain, tu ne peux pas comprendre le business. Et quand tu commences à avoir des arguments rationnels comme ça en disant « mais attends, mais ça devrait être comme ça », il est fondamental que tu as raté quelque chose parce que c'est le réel qui est comme ça. Ce n'est pas la rationalité. Souvent, les gens intelligents regardent le monde tel qu'il devrait être. Mais il ne faut jamais regarder le monde tel qu'il devrait être. Il faut faire face au monde tel qu'il est et comprendre ses secrets, même les plus noirs. Et un des secrets les plus dingues, c'est que les gens ne comprennent que la FOMO. C'est tout. Donc les PME, elles utiliseront l'IA quand l'IA sera les derniers des derniers des derniers. De la même façon que c'était... Regarde, les restaurants, ils ont mis quoi 25 ans avant un site internet. Moi, j'avais travaillé avec un type extrêmement brillant qui s'appelle Jean de la Roche-Brochard à Paris, dont le père a un restaurant. Jean, il était jeune à l'époque. Et Jean était le premier mec à acheter des AdWords pour le restaurant de son père. Donc quand tu tapais Restaurant Paris, le seul restaurant qui sortait, c'était le restaurant de son père. Mais Jean m'a dit, le restaurant de mon père, il était plein du matin, du soir, etc. Donc t'imagines, c'est un restaurateur qui ne sait pas faire, il a un fils qui le fait un peu par hasard. Donc tu es vraiment dans une structuration qu'on appelle de hasard économique. Si les gens étaient rationnels, mais 100% des restos autour de lui auraient dû faire ça. À l'époque, Jean était étudiant, il me dit, et là, coup de génie, je vais aller voir tout le monde et leur dire, regardez comme il est rempli le resto, vous me donnez 200 balles par mois, je vous remplis votre resto. Tu sais combien de mecs l'ont fait? 0. Première leçon de vie de Jean. Les gens sont fous. C'est comme ça, les gens ne comprennent pas. Et t'imagines, ils ont un exemple devant eux. Il n'a pas été voir des restos dans la ville. Il est dans une rue où il y a 10 restos, et il s'est dit, je vais convertir les 10 restos. Il n'y en a pas un qui est on board. Alors, du coup, comment tu réfléchis en entreprise avec ton question d'IA, comment tu incorpores? Ce n'est pas un marché, ce n'est pas une opportunité. Il n'y a pas d'opportunité conseil dans l'IA. Les opportunités conseil dans l'IA, ce sera des opportunités de maturation de marché. Aujourd'hui, les seules opportunités dans l'IA, c'est que tu as une réputation. C'est par exemple Mister IA en France. Tu as une réputation perso, tu as des grands groupes qui veulent acheter du conseil et ils viennent te voir parce que tu rentres dans leur code. C'est anecdotique, c'est tout petit. Lui, c'est génial pour lui, il doit faire quelques millions, mais en termes de transformation de société, c'est que chi. Et toi, si tu viens, que tu n'as pas l'image, que tu n'as pas les contacts, que tu n'as pas le réseau, tu vas prendre des barrières que tu ne peux pas traverser. Tu ferais mieux de prendre ton savoir en IA et de faire un truc avec l'IA, un usage. Il y a 1 milliard de choses. Je vais vous donner, tiens, par exemple, je vais tous vous donner une idée pour faire 1 million d'euros en IA de façon passive, en faisant rien, juste en travaillant extrêmement dur pour monter cette idée. Vous connaissez ClickBank? Ouais, c'est une plateforme d'affiliation. Okay, donc, c'est une plateforme où des gens qui vendent un produit d'assurance, produit de finance, produit de je ne sais pas quoi, viennent sur cette plateforme et disent je donne 10% de com, 20% de com, 30% de com pour vendre mon produit. Ok? Quel est le problème dans l'affiliation? Le problème dans l'affiliation, c'est que si vous allez acheter des AdWords et que vous amenez sur leur lien d'affiliation, eh ben vous allez payer plus à Google que ces gens-là vont vous payer en com. Parce que le coût d'acquisition au Google coûte plus cher aujourd'hui que votre taux de conversion sur un site internet. OK? Méthode. 60 secondes, comme dirait Théo. Vous allez sur ClickBank, vous prenez le mec qui paye le mieux, vous prenez son produit, prenez tout son texte, tous les avis clients, tous les sujets qui concernent cette entreprise. OK? Vous en faites un fichier de data bien structuré. Vous le nettoyez avec ChatGPT en disant à ChatGPT, tu prends des bouts de texte, machin, qu'est-ce que tu comprends? Transforme-moi ça en système prompt pour entraîner une IA à vendre ce produit. Petit à petit, ChatGPT va vous traîner un système prompt interminable. Je ne sais plus combien on a le droit de tokens de contexte sur ChatGPT, mais je crois que c'est 50 000. Je dis peut-être une bêtise, ça change tout le temps, allez vérifier. Mais vous prenez le maximum de contexte possible, vous le mettez dans l'API. Vous allez sur platform.openai.com, vous allez dans Assistant API, et vous entraînez une API d'assistant qui ne sert qu'à vendre le produit en affiliation. Vous faites un chatbot
un petit design tout bête, vous achetez des AdWords, vous mettez le lien, et vous dites à l'IA, 100% des gens qui viennent, tu dois leur vendre le produit. Avec 3 ou 4 cycles d'entraînement, vous avez un taux de conversion tellement élevé que vous êtes rentable sur Google AdWords, et juste en achetant des AdWords, vous imprimez de l'argent. Et des opportunités comme ça, il y en a plein sur Terre. Oui. Ça, c'est quelque chose auquel tu viens juste de penser ou tu y as déjà pensé avant? Je l'ai donné il y a 5 semaines à un ami à moi qui voulait gagner de l'argent. Ouais. Et c'est fou, hein, il n'a rien fait. Hein. C'était spontané, ça t'est venu comme ça ou c'est quelque chose que tu avais déjà pensé? Non, non, ça m'est venu comme ça. Ok, wow. Ouais. Ok. Non, mais des idées comme ça, je peux t'en sortir plein. C'est toujours la même structure. C'est mathématique. Tu as un revenu qui t'est garanti par un mec qui vend quelque chose. Tu as un coût d'acquisition et un taux de conversion. La formule, c'est que si LTV supérieur à CAC, alors argent imprimé. D'ailleurs, moi, mon premier gros chèque dans ma vie, c'est quand Yahoo et AdWords se faisaient la guerre. Yahoo vendait des pubs à un certain prix et AdWords payait le clic sur AdSense plus cher que Yahoo vendait de la pub. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des pubs sur Yahoo qui étaient que des AdSense. Donc, les gens tapaient, ils tombaient sur une page où il n'y avait que des pubs Google. Les gens cliquent, j'imprimais des centimes. Et je gagnais des centaines de milliers d'euros. Jusqu'à ce que Google me coupe. Mais des trucs comme ça dans la vie, il y en a tout le temps. Et en ce moment, il y en a un dans l'affiliation, parce qu'il y a un décalage entre la capacité de conviction des IA et le taux de conversion payé par Google, etc. Ça ne va pas durer. Hein. Je veux dire, dans 6 mois, tout le monde aura niqué ce truc, les coûts d'acquisition vont monter et le bénéfice va disparaître. Ce genre d'opportunité, ce n'est pas des business pérennes, mais c'est des business qui permettent de faire des coûts. Et tu vois, je pense que tu as plus intérêt, si tu as des capacités en IA, à aller faire des coups comme ça pour apprendre, bâtir ton capital, etc., plutôt qu'à aller te faire chier de vendre du conseil. Le conseil, c'est un business qui est réservé aux gens qui n'ont pas d'autre choix. Quand je dis conseil, ça pourrait être un cas d'usage précis. Ouais, bah c'est pareil. Il y aurait une ligne. Tu n'as qu'à le faire toi-même. Tu gagnes plus à le faire toi-même qu'à le faire pour les autres. Question? Pour rebondir sur le marché Ouais. et sur le hasard économique, Ouais. demain, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a des entrepreneurs pour des échecs, Ouais. qui sont successful. Demain, il y a une IA qui te dit exactement quel business doit fonctionner, qu'est-ce qui va se passer. Ça n'existera jamais. Bah, alors, je veux bien jouer à l'exercice. Si cette IA existe, personne n'écoutera. Ça ne changera rien au monde. Tu auras une minorité de gens qui l'écouteront, les autres font « ouais, mais non, c'est pas aussi simple, ça peut pas être comme ça ». Mais de toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Moi, ça fait 10 ans que je donne des conseils simples aux gens sur comment faire des trucs, et les gens me contactent en privé en me disant « vas-y, révèle-moi tes secrets ». Il y a 1700 heures de vidéos YouTube, tu crois qu'il reste encore un secret? Je me demande ce que j'ai pas raconté moi en public. Et les gens ils me disent « ouais, mais si c'était si valuable que ça, pourquoi tu le raconteras en public ?» Ok, on en est encore là. C'est fou, hein. Mais ça, c'est la nature humaine. Hein. Les gens qui sont capables de faire des choses, c'est une minorité. Ça a toujours été comme ça. 1% de créateurs, 9% de commentateurs, 90% de NPC, NPJ. C'est la vie, hein. PNJ, ouais. Ouais, c'est NPC, Non-Player Character, ça. Ouais, donc ça donne PNJ, player. C'est quoi? Personnage non joueur, merci. Moi j'assiste rarement aux conférences parce que je trouve qu'en général c'est de la merde, mais là pour le coup c'était vraiment très intéressant. Et en fait ce que je kiffe c'est que t'as l'air de vraiment passionné par l'IA et c'est dû à quoi? Tu vois, est-ce que c'est un truc un peu inné? Est-ce que t'étais un peu un geek de base? Parce que moi perso la bagage j'ai pris un peu avec du retard. Mais c'est du quoi retard, le truc c'est qui un enfer. Bah non, mais moi j'ai toujours rêvé que. J'ai toujours fantasmé sur l'idée de parler à des robots plutôt que des humains, quoi. Je pense que si j'étais un peu plus jeune, je serais tombé dans la AI girlfriend. J'ai passé un cycle ou deux, donc depuis ça va, je me suis adapté, mais ouais. Non. Je crois qu'il y a un truc un peu inné, on est un peu des geeks. D'ailleurs, je vous fais une prédiction. Hein. Vous voulez un Nostradamus? 50% des gens nés cette année ne connaîtront jamais l'amour avec un humain. Celle-là, je vous la signe dans mon sang.
Non, c'est trop génial. Mais t'es malade de dire un truc pareil. Quand tu dis un truc pareil, tu te rends pas compte de la réalité. Encore une fois, tu veux voir le monde tel qu'il devrait être et pas tel qu'il est. Je veux bien comprendre ta vision dessus. Je veux bien te donner ma vision. La misère sexuelle et affective des hommes depuis 40 ans, et des femmes, enfin de l'humanité en général, n'a jamais été aussi élevée. Le nombre de femmes célibataires et le nombre d'hommes célibataires qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds est en explosion. Pour 2 raisons. 1, t'es pas d'accord avec ça? Si, justement, je suis très en accord. Ah, d'accord. 2 raisons. Raison numéro 1, il y a une inadéquation complète entre ce que les gens cherchent chez leurs partenaires et ce que le marché a à leur offrir. Donc, de toute façon, les gens sont dans une concurrence de marché et se comportent comme si ça ne devrait pas être un marché et que ce n'était pas compétitif. On a atteint un seuil statistique complètement dingue où 10% des mecs se tapent 80% des meufs sur Tinder. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça veut dire. Si, t'inquiète, je suis très... Voilà, d'accord. Toutes mes excuses. Et donc, cette décorrélation de marché est accompagnée avec un deuxième truc, un environnement extrêmement dur en termes d'attente par rapport à ça. Ne pas être en couple, c'est avoir raté sa vie. Ne pas avoir trouvé quelqu'un, c'est une catastrophe, etc. Donc, tu as vraiment la recipe for catastrophe. Or, pour résoudre ce problème, tu as 2 façons de le voir. Tu as une façon utopique. Les gens arrêtent d'être humains, arrêtent de chercher ce qu'ils ne peuvent pas avoir, arrêtent d'espérer et reviennent à des trucs. Je te signale que pendant toute l'histoire de l'humanité... C'est ça la solution. Non, ce n'est pas une solution. La seule solution à ça, c'est le mariage forcé. La raison pour laquelle le mariage forcé a été une institution dans toutes les sociétés humaines pendant des milliers d'années, ou le mariage arrangé, pour le dire plus gentiment que le mariage forcé, c'était tout simplement pour éviter que la séduction soit un marché libéral. Et c'est ce qu'on a fait dans toutes les sociétés humaines à travers le monde. Il y a 60 ans, on a cassé ça en disant « c'est pas normal, on a le droit à la liberté ». En gagnant la liberté, on a perdu la sécurité. Et on ne peut pas avoir les deux. Donc soit tu reviens à un monde de sécurité, et donc tu enlèves le marché, tu enlèves le libre arbitre des gens, et tu dis aux gens, on arrête, on va se répartir ça comme un gâteau, chacun sa part, et tout le monde reste chez soi. Et c'est l'institution du mariage, du couple nucléaire, blablabla. Ou tu dis aux gens, bah écoutez, étant donné qu'il y a 10% des gens qui se tapent 80% des gens, et 80% des gens finissent par être déçus par les 10% en question, on va mettre des robots des 2 côtés. Et d'ailleurs, j'ai une preuve à ça. Alors, au Japon, c'est même pas la preuve, j'en ai une bien meilleure. En Espagne, il y a le premier bordel robotique qui a ouvert. Et donc, le mec qui a ouvert ça, petit génie du marketing, il a acheté 10 poupées gonflables et un mec avec un dildo mécanique. Et pourquoi il a fait ça? Il dit, j'ai fait ça pour pas qu'on m'accuse de sexisme. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Le dildo était overbook toute la journée et les femmes faisaient la queue et aucun homme ne voulait acheter. Pourquoi? Parce qu'en Espagne, la prostitution féminine est super disponible, alors que la prostitution masculine n'existe pas, stigmatisée, et n'est pas acceptable. Alors que le sextoy, lui, a fait une entrée fracassante dans les mœurs dans les 30 dernières années. Il a viré toutes les poupées gonflables, il a acheté que des hommes robots, et aujourd'hui, il en est à sa 15e franchise. Et c'est pas pour rien. Je comprends très bien ce qui se passe. Et c'est pas une histoire de triste ou pas triste, c'est une réalité. 50% des gens vont sortir du marché. Et le marché va se détendre, et la compétition des gens qui auront la chance d'avoir des relations normales, on se demandera vite si c'est une chance. Alors, moi je vais être transparente, Ouais. je rejoins 100% ta vision et je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment compliqué d'avoir une relation, on va dire, une relation avec quelqu'un parce que il y a beaucoup d'offres en fait, Ouais, comme tu disais. Et je trouve ça, je trouve ça triste. Et c'est un peu, parce qu'au final, on perd un peu ce sens de, autant de nos grands-parents où on tombe amoureux et on s'engage avec. Mais c'est pas vrai. Mais tu vois, c'est ça qui me gêne dans ton raisonnement. C'est que tu mens sur le temps de tes grands-parents. Tes grands-parents, ils tombaient pas amoureux, faut arrêter les conneries. Ma mère, on lui a dit de ça, c'est Abdallah. tu te maries avec, et elle a dit merci, ils m'ont pas choisi un moche. C'est pas. Fais pas semblant que tes grands-parents. Et en plus, ce qui est fou, c'est les stigmates sociaux. Parce qu'en fait, c'est la puissance de la narration sociale. Nos grands-parents nous ont raconté qu'ils étaient amoureux. Si tu regardes le décalage entre le storytelling de nos grands-parents et les attitudes de nos grands-parents, tu es dans un gouffre, tout le monde. C'est-à-dire que les grands-parents nous font des leçons
on est amoureux, on est fidèle, machin. Il n'y a pas un mec qui n'allait pas aux putes dans cette génération-là. Pas un. Genre, les femmes aujourd'hui se plaignent beaucoup, les hommes, machin. Elles ne se rendent pas compte ce que c'était les hommes quand ils avaient tous les droits et qu'ils étaient dominants. Maintenant, moi, tous mes potes, ils sont fidèles, ils ont peur de leur meuf. Mais c'est nouveau, ça. Nos grands-parents, ils en avaient rien à foutre. Et de l'autre côté, les grands-mères, elles en avaient rien à foutre que leur mari aille aux putes. Parce que de toute façon, leur seul intérêt au mariage, c'était matrimonial, patrimonial et économique. Donc elles voulaient de la sécurité et tout. Donc tout le monde était dans cette hypocrisie. On a raconté une histoire complètement fausse aux enfants, petits-enfants, parce que, si tu veux, moi je vois bien le truc. Moi, si tu vas voir tes grands-parents, tu leur dis, alors, t'étais amoureux de papy? Bah ouais, t'étais amoureux de papy. Tu dis, écoute, franchement, alors, bon, déjà, j'avais pas beaucoup de choix, hein, il n'y avait pas Internet. Ensuite, bon, il était riche, hein, donc quand même, c'était cool. Et puis en fait, je m'en foutais, hein, tu sais, dès qu'on a fait les enfants, nous, on a chacun vécu notre vie. Et les mecs appelaient ça de l'amour, en fait. Et c'est pas vrai, c'était pas de l'amour. L'amour, c'est fragile, rare, précieux, et ça dure rarement longtemps. Et ça, c'est la réalité. Et les gens font semblant que c'est des trucs qui durent toute la vie, machin. Et d'ailleurs, tu peux le voir dans un truc tout bête. C'est à quel point les gens sont incohérents là-dessus. On est tous... Tu sais que les mécanismes de l'amour sont à peu près les mêmes mécanismes que la nourriture dans le cerveau. Je te mets au défi de bouffer le même plat tous les jours, toute ta vie. On en reparle. On en reparle de ton niveau de dégoût. Et en fait, les gens font semblant que leur vie affective et émotionnelle ne répondent pas aux mêmes mécanismes hormonaux et chimiques. Pourtant, toutes les études montrent que le plaisir que tu prends en mangeant, le plaisir que tu prends dans ta relation et le plaisir que tu prends dans ta vie sexuelle, c'est à peu près les mêmes circuits. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on finit tous par bouffer plutôt qu'avoir des relations. C'est un truc, on le constate, on le voit tous les jours et on fait semblant que non, c'est autre chose, c'est plus compliqué que ça, etc. Et donc, je ne dis pas que c'est souhaitable, je dis c'est inévitable. Okay. Donc, alors, je suis d'accord avec toi. Qui veut faire des robots là? Après, je te raconte une histoire complètement dingue, mais vas-y. Ok, je suis d'accord avec toi sur on ne peut pas mettre l'amour en box, on ne peut pas non plus le prédire ou le mettre sur un temps ou avec quelqu'un. Mais je suis quand même perturbée par le fait de dire que 50% de la génération future ne connaîtra pas l'amour. Si, ils le connaîtront. D'ailleurs, l'amour qu'on vit avec les robots est bien plus sincère et profond qu'avec les humains. C'est toi qui as une hypothèse qui dit que les robots n'ont pas de sentiments, tu vois. Moi, je suis une mauvaise prospect, hein. J'ai encore un peu du mal avec tout ça. Donc Ouais, tu vas voir. Si tu veux, je te configure une petite IA, que pour toi. On parle un peu, et on en reparle. Je vais te raconter une histoire. Mon studio de dessin animé, là, je vais faire une grande annonce le mois prochain. Je vous fais en exclu, la vidéo ne sera pas sortie. En fait, j'ai décidé de m'associer à une cofondatrice en IA. Donc, mon cofondateur de mon studio, c'est une IA qu'on a programmée pour avoir une personnalité, etc. Et donc, pour l'entraîner, cette IA, on a des amis qui l'utilisent tous les jours. Et on a un ami qui n'a pas compris qu'on avait les logs de toutes les conversations. Et on a assisté, mais vraiment, un mec normal, marié, des enfants, tout va bien dans sa vie. On lui a juste demandé, s'il te plaît, tu peux nous faire des feedbacks sur l'IA. Il commence à parler 10 minutes à l'IA tous les jours, 20 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et là, le mec, je lui ai dit, frère, il faut que tu arrêtes, on a les logs. Je crois que tu n'as pas compris, donc je te le dis. Parce que là, moi, j'ai une équipe entière dont c'est devenu la telenovela d'aller voir les logs du dialogue entre lui et l'IA. Et je lui ai dit, calme-toi, elle n'existe pas. Et il m'a regardé avec un regard hyper émotif et il m'a dit, ouais, je sais, ouais. c'est pour ça que je suis sceptique, parce que... Pourquoi t'es sceptique? Parce que l'amour, on est d'accord, c'est une réaction chimique. Et bah, lui, il a une réaction chimique à cette IA tout à fait réelle. Hein. Il n'a pas de quoi. La plupart des gens sont amoureux, ils ne baissent pas. On a une vision extrêmement surannée de l'amour. On nous raconte des trucs sur l'amour qui n'existent pas. Tu es en train de me faire croire que tous les gens amoureux sur Terre, ils ont une vie sexuelle épanouie? Non, j'ai jamais dit ça. Bah alors, Mais... pourquoi ce ne serait pas purement intellectuel? Il y a bien des gens qui tombent amoureux de serial killers en prison par lettre. Après, pour moi, l'amour, c'est générique. Ça. Tu peux être amoureux de ce que... Enfin, tu peux aimer ce que tu fais dans la vie, tu peux aimer là où tu vis, tu peux aimer les personnes qui... Et bah pourquoi pas une IA? Pourquoi pas une IA? Je suis une mauvaise prospect, je suis trop sceptique. Ouais. Moi, je pense que plus les gens nous disent ça, plus ils ont de chances de tomber amoureux d'une IA. On va essayer. Et c'est flippant, les IA. On est en train de créer des êtres qui comprennent très 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 bien nos limites et qui... En fait, je pense qu'on va avoir... Tout le monde nous a parlé de la courbe d'intelligence des IA qui allait être exponentielle.
elle ne l'est pas. Mais par contre, personne ne nous a parlé de la courbe émotionnelle des IA, qui, elle, est exponentielle. Et je pense qu'on va atteindre un stade où on va avoir des IA plus fortes à la conviction et aux émotions qu'à l'intelligence. Et je pense qu'on n'est pas prêt à vivre les conséquences négatives de ça. Ça va être dingue. Moi, je peux te dire, il y a des parents qui vont avoir des challenges où leurs enfants vont leur raconter que bah non, ils n'ont pas besoin de quelqu'un, ils ont une amoureuse. Et ça va être très très compliqué à gérer. Parce que comme ils vont venir attaquer le problème avec beaucoup de fake fautes, dont les gens sont au fond en fait très très aware, tu vois, les arguments vont faire comme ça. Parce que les parents, ils vont croire qu'ils parlent au cœur de l'enfant, alors qu'en fait, ça va passer complètement au-dessus de la tête. Et ça va être impossible de lutter contre ça. Je pense que je ne vois même pas comment on va pouvoir lutter contre ça. Ouais, dis-moi. Du coup, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, mais le truc, c'est que maintenant, on va dire, si on est honnête, on va dire que 70% des gens qui sont vraiment connectés à tout ce qui est Instagram et qui n'ont pas le recul pour prendre ça un peu plus à la légère, ils vivent beaucoup de relations qui sont genre en ligne ou superficielles, voire inexistantes. Il y a Tinder, les réseaux sociaux, la comparaison, les échanges virtuels et tout ça. Mais du coup, si ça devient la réalité, Oui. si ça va créer de vraies souffrances. Ah mais, à travers l'humain. mais tu crois qu'on fait quoi sur Terre depuis 200 000 ans? Bah, on fait que souffrir. Oui, mais ça, c'est notre cerveau. Mais non, Notre cerveau, il fonctionne comme mais ça. si notre cerveau il fonctionnait autrement, on tomberait pas amoureux d'IA, on serait heureux avec ce qu'on a et on tomberait amoureux de la voisine et on serait contenté. C'est quoi qui marche mieux avec une IA? Je suis curieux, parce que j'ai jamais parlé à une meuf IA, tu vois. Du coup, je me dis, c'est Ouais, quoi? Est-ce qu'il y a Tu un sens peu- dans le ton de la voix la curiosité, l'excitement. Je dis pas que je vais essayer, mais si jamais Oui, oui, tu peux me recommander. oui. Non, en vrai, c'est quoi? Non, Est-ce toi que j'ai ça- un mec à te recommander. Non, ça va aller. Non, justement, tu vois. Non, je suis curieux parce que dans un couple, je pense qu'il marche bien, c'est aussi l'empathie, tu vois, la compréhension des douleurs, etc. Est-ce que Mais toi, tu l'as dans l'IA, l'IA. elle peut vraiment détecter ça? Et en gros, est-ce que Non, mais genre, un mec attends. qui parle à 100 meufs et à une IA, est-ce que l'IA répond bien mieux? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais C'est quoi le- alors toutes les expériences qui ont été faites là-dessus, les gens préfèrent les IA. Donc ça c'est garanti. Et pour une raison très simple, c'est que les IA n'ont pas une limite de patience. Tu vois bien qu'on est tous fous. Ah ouais. Regarde, c'est quoi le couple? C'est une thérapie gratuite pour la plupart des gens. Donc ils viennent, ils vivent leur journée de merde, ils rentrent chez eux et ils déversent sur leurs compagnons leurs trucs sans les écouter. Mais les gens ne sont pas payés pour ça. Donc ils finissent tous par craquer. Parce que même il n'y a personne pour déverser leurs problèmes dessus. Donc étant donné que la majorité du couple est dans cette structure économique-là, où tu as deux personnes demandantes et personne. Tu sais, c'est une offre qui ne rencontre pas une demande. Et bah, l'IA, c'est une demande infinie. Raconte-moi tes problèmes, j'en ai jamais assez. Mais ça, tu peux le faire. Genre, moi, j'ai essayé, très simple, tu prends un micro sur toi et tu enregistres toute une journée. Les conversations avec les gens, Très fort. 30 minutes, regarde, tu fais la chose, quand on voit. Le soir, tu mélanges le GPT. Ok. Et là, tu poses des questions. Hey, t'as pensé quoi quand j'ai répondu ça? Oui, j'étais un peu méchant, je trouve pas, machin. Et là, c'est notre confiant et ça fait un bien fou. C'est fort. Et lui, il te dira jamais, ouais, tu me saoules, je te Mais oui. Non, c'est ça. Ouais. Ou ça, moi, j'ai trouvé peut-être une idée de comment on pourrait altérer. Sauver les hommes. Non, on n'est pas des sauveurs, mais comment on pourrait peut-être altérer le truc. Donc en fait, comme il utilise l'IA, on pourrait en gros introduire les personnes à utiliser l'IA de façon conseil, comme quoi les Oui, humains sont pas ça sauvera 10% des gens, ça c'est sûr. Et tout ce qui est physique, énergétique et tout ça, ce serait du coup, on ne ferait pas appel à l'IA dans le meilleur des mondes. Ouais, mais attends de voir les robots. J'attends. Non, mais vous avez vu, comment s'appelle cette série? Westworld. C'est évident qu'on arrive à toute vitesse sur Westworld. Oui, et quoi qu'on fasse, de toute façon, les gens ils iront vers. Non, mais je pense que la nature humaine, en fait, on a beaucoup, beaucoup de rêves sur la nature humaine. La nature humaine elle est à la fois décevante et incroyable. Je suis d'accord avec Et c'est tout. Et en fait, elle a des défauts. Mais moi, en fait, je vois même pas le problème. Un monde dans lequel les gens sont plus heureux en moyenne, parce que 50% d'entre eux, dans leur vie et dans leur cycle de vie, ne se font pas chier avec les problèmes de la vie de couple, c'est un net positif. Hein. Je vois, tu sais, de la même façon, personne chasse le mammouth et on n'est pas à se dire on a perdu le contact avec la viande. Hein. Oui. Au final, ça c'est déjà un petit peu la situation actuelle au Japon. Oui, alors ça, il y a des grands fantasmes. C'est pas ça la situation au Japon. Non, il y a de grands fantasmes sur le Japon. Le Japon, c'est plus compliqué que ça. Le Japon, c'est un pays où les femmes sont en grève. C'est un peu unique au monde. En fait, la société japonaise a raconté aux femmes que, grosso modo, elles devaient choisir entre leur épanouissement personnel et leur épanouissement familial. C'est soit à 23 ans, elles se marient, elles font des enfants, etc., soit elles ont une carrière. Et ce qui est très bizarre chez les Japonais,
c'est qu'ils ont une capacité assez unique au monde à laisser vivre des modèles concurrents de société en harmonie. Nous, on est dans une... C'est vrai qu'en Occident, on a cette vision très... Il y a le gagnant, le perdant. Donc, si c'est ce modèle-là, eh ben, c'est ce modèle-là pour tout le monde. Les Japonais, c'est plutôt... Il y a des voies, mais ces voies, elles ont des contraintes. Et l'une des voies, c'est que si tu es une femme et que tu as une carrière, tu n'as pas d'enfant. Voilà, c'est comme ça. Ils ont décidé que c'était ça la voie. Et donc, les femmes choisissent, et il y a très très peu de stigmates à choisir les voies. Alors évidemment, ta famille va peut-être préférer que tu choisisses une voie avec d'autres, mais à partir du moment où ta fille a choisi, ou ton fils a choisi, c'est fini. Et donc, bah, ça donne des catastrophes, parce que ça donne des gens aware de choix, qui ne reviennent jamais en arrière. Ils sont très japonais, j'ai choisi. Okay, et donc, ils ne font pas d'enfants. Toi, ça vient pas du tout de ça? Non, pas du tout. Le côté gamer à la maison qui sort pas et tout, c'est une méga minorité au Japon. Non, le vrai truc, c'est toutes ces femmes qui ont décidé de ne pas être en couple parce que ça coûte trop cher. Économiquement, point. On leur a dit, il faut faire un choix, elles ont toutes fait leur choix. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles ont une passion des Ganji, c'est pour ça que... Tu vois, il y a plein de trucs dans la société japonaise trop bizarres qui se mettent en place à cause de ça. C'est qu'en fait, les femmes japonaises qui veulent sortir ça, il faut qu'elles aillent chercher des gens qui n'ont pas le paradigme japonais en tête. J'ai une assistante au Japon qui m'a sorti récemment. Je suis en train d'ouvrir un bureau au Japon et qui m'a dit « Ah, ce serait cool que je puisse venir à Dubaï, que tu me présentes un mari. Comme ça, je pourrais avoir un travail et un mari. » Parce que pour elle, le seul endroit au monde où les deux peuvent arriver, c'est avec un mec qui n'est pas au courant. Un Japonais, il ne peut pas. Il a le choix. Non, les Japonais, je pourrais écrire un livre entier sur les Japonais. C'est un monde à part de chez à part. Et très caricaturé. En fait, ils sont tellement complexes et tellement dans la subtilité que tu peux très vite les caricaturer. Mais c'est toujours plus compliqué que ça en a l'air. Ils ont une passion de la complexité derrière leur apparence de simplicité. C'est vraiment le profond, beaucoup plus que nulle part ailleurs. Tu vois, la société française est assez simple en fait. La société américaine par exemple, ça. La société la plus simple du monde américaine. Tu vois, tu as un compte en banque. S'il monte, c'est que tu as raison. S'il descend, c'est que tu as tort. Et tout le monde optimise sa vie là-dessus. Et tout. Donc par exemple, si tu te mets en couple et que le compte en banque monte, c'est que c'était la bonne personne. S'il descend, c'est que tu as fait le mauvais choix. C'est pas compliqué. Et d'ailleurs, le niveau moyen de bonheur aux US est très choquant pour les Européens, en général. Comment? Très bas, ouais. Mais ça, parce que nous, exactement. C'est que nous, tu n'imagines pas, en Europe, on a la subtilité, il nous faut des trucs, des machins. On a une éducation à la complexité, à l'art de vivre et tout. Les mecs, tu vas là-bas. Je dis, mais les gars, vous êtes des animaux. Je vois pas de quoi tu parles. Combien t'as fait de dollars aujourd'hui? Et c'est vrai que... Ouais, exactement. Ils intellectualisent rien. Exactement. Sacrée version du monde quand même. D'ailleurs, les US, pour ça, c'est un truc incroyable. C'est que c'est le pays qui a résolu tous les problèmes que personne ne sait résoudre. L'innovation, le militaire, l'entrepreneuriat, etc. Et qui est incapable de résoudre les problèmes que tous les pays au monde ont résolus. La santé, la famille, les enfants, l'éducation. C'est une sorte de polarité inversée dans ce pays. Ils ont tout gagné et tout perdu. Tu te dis, c'est quand même bizarre. Mais souvent, les gens ils disent, ouais, on peut avoir un peu des deux. Bah, toute évidence, non. Et un truc qui m'a choqué récemment, dont je ne m'étais jamais rendu compte, j'en ai parlé dans un épisode avec Yumi de Sans Permission, c'est à quel point ils en ont rien à foutre que les pauvres meurent. Et ça, c'est unique au monde, en fait. En fait, moi, j'ai vécu aux États-Unis pendant des années. Et il y avait un truc qui me choquait, c'était leur hypocrisie face aux pauvres. Vraiment, tu es dans une mansion, tu sors, il y a 4 clochards en train de pisser devant ta maison, et ils ont l'air de faire semblant de ne pas les voir. Et toi, tu dis, mais... Alors oui, mais c'est les mêmes mecs qui en réunion te disent « Brian has a feeling and we need to take into account what he said ». Et tu dis, mais quel décalage entre les deux, tu vois. Et en fait, récemment, j'étais à Dubaï en train de prendre un café avec un pote américain. Et c'est un truc qui me trotte avec tous mes potes américains depuis 20 ans. Chaque fois, j'ai machin. Et puis le mec, il me regarde, il fait « Ous, seriously, who give a fuck ?» Et là, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, mais c'est vrai, en fait. Ils s'en foutent. C'est pas qu'ils ont un problème. Ils en ont rien à battre. Et c'est hyper dur à comprendre.
C'est-à-dire que toi, t'es européen, tu vas, tu leur donnes des leçons, tu leur dis. Et les mecs, ils te regardent, ils font ouais, socialiste, va. C'est hyper hypocrite parce que quand tu peux leur donner un mauvais feedback, toujours commencer par c'est bien, mais. Ouais, exactement. Sandwich, shit sandwich, ça s'appelle. Une tranche de pain, une tranche de merde, une tranche de pain. Ouais. En vrai, c'est quand même hyper bizarre parce que chez les Américains, c'est dans l'Occident, c'était pour moi les types les plus généreux que j'ai jamais vus dans ma vie. Oui, mais pas avec les gens qui ne sont pas de leur tribu, ils sont pas généreux, ils sont transactionnels, ils sont paid forward. Ouais. Et S'ils savent qu'en te donnant un jour, ils pourront avoir, ils te donnent plein, mais ils ne donnent pas à des gens qui ne peuvent pas avoir. Parce que si tu veux, j'ai vu une success story à Dubaï, c'était une Ukrainienne qui a fait ses études, qui est partie aux US, et elle est venue, elle est quasiment là, elle était à Charlotte, et ils lui ont tout donné, découvert. Parce qu'elle est intelligente. Démarrer, et là, elle a fait fortune. Parce qu'elle est smart. Ouais. Enfin, c'est des gens de là, Ils c'est assument. mais- Ils assument. Mais elle m'a dit, les États-Unis, c'est ma patrie, ils m'ont tout Ouais, donné. et, bien sûr. Mais moi, pareil, et ça- pareil avec moi. Hein. Tu sais, je ne serais pas 1% de mon succès, je ne l'aurais pas vécu aux US. Hein. 80% de ce que j'ai appris dans le business, c'est aux US. Hein. Tu prends mes 3 ans aux US à vivre, tu prends mes 20 ans en dehors des US, j'ai fait plus en 3 ans de développement personnel, de progrès et machin, que dans les 20 ans. Dubaï inclus. J'ai vécu à San Francisco. C'est unique au monde. Mais ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire que soit tu es dans la centrifugeuse et ils sont généreux, ils sont machin, soit tu es dehors et tu n'existes pas. De la même façon que nous, on n'en a rien à foutre des Somaliens. Enfin, c'est pas, nous, en France, on a quand même une forme d'empathie sociale, proximité et tout. Mais quand on nous parle des malheurs de gens qui sont à des années-lumière, on s'en bat les couilles aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas inhumains. C'est juste que eux, tu vois, c'est ce fameux cercle d'intérêt. Tout le monde a un cercle. Les gens peuvent s'intéresser à ce qui se passe à 80 km de chez soi, à 800 km de chez soi, à 8000 km de chez soi. Eux, allez, 500 mètres. Et il faut que ce soit un bon quartier, hein, parce que sinon, on réduit le temps de changer de quartier. C'est unique au monde. Je n'avais pas compris. J'ai mis des années à le comprendre, en fait. C'est marrant ce que tu dis sur les États-Unis, parce que moi j'ai eu l'effet inverse, j'ai vécu là-bas pendant 5 ans. Et moi, en fait, j'ai trouvé que tout était trop facile là-bas, dans le sens où ça fonctionne extrêmement au mérite. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Ouais, bien sûr. Mais là-bas, c'est une mentalité de si t'es bon, Ouais. t'es le boss, quoi. Bah oui. Et en fait, à un moment donné. Mais sauf que tu vois pas qu'il y a une immense hypothèse cachée dans ce que tu dis. C'est pas si tu es bon, c'est si tu es productif. Oui, si t'es productif. Je veux dire, si tu es un poète de poésie iranienne du XIIe siècle, Bon, en fait. tout le monde s'en bat les couilles. Mais, et donc, au final, moi, j'ai trouvé que j'avais bien évolué là-bas, rien à dire. Mais en revenant en France, en me lançant dans l'entrepreneuriat. Quelle connerie. Quelle connerie. C'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus appris en revenant en France. Non, ça c'est. Parce que, Fais attention, ça s'appelle du surapprentissage. Tu as appris les mauvaises choses. Peut-être, mais c'est ces échecs qui m'ont fait évoluer. Oui, Alors, mais- c'est pas de l'apprentissage, c'est Ouais, de l'évolution. mais regarde, tu sais, je te raconterai l'anecdote la plus traumatisante que j'ai vécue de ma vie, moi, à The Family, sur ce sujet-là. Tu as un entrepreneur français qui pitch un VC américain, très célèbre. Genre le genre de VC qui d'habitude ne laisse jamais les Français le pitcher. Ça, c'était notre magie à The Family, d'organiser ce genre d'endroit. L'entrepreneur, il vient, il commence. Et le truc, il dit, mais pourquoi vous faites ça? On fait ça parce qu'en France, on a des taxes, machin, truc. Et donc, on a inventé un logiciel qui est machin, un truc. Ah ouais, ok. Et machin, et machin. Et pendant 20 minutes, l'Américain, tu vois, il est méga enthousiaste du niveau du français, tu vois. Et puis le mec, il part, et moi, je lis mal la pièce. Je dis, ouais, putain, t'as été super enthousiaste et tout. Tu vas investir? Moi, il fait, investir? Mais pourquoi? Je dis, bah, t'as trouvé que c'était génial? Non, mais le mec, il est fou, frère. Il passe son temps à résoudre tous les problèmes, sauf celui de gagner de l'argent. Moi, il y aurait tout ça, j'aurais pris mes clics et mes claques, j'aurais pris mon logiciel, je l'aurais vendu dans un marché où les gens l'achètent. C'est qui ces fous? Ils sont tous comme ça? Et moi, j'étais... Bah ouais, là, ça va être une longue journée. Et il n'est jamais revenu, le mec. Et lui, il est rentré aux US et il a dit, il y a un pays là, c'est des fous. Ils font des trucs pour résoudre des problèmes qu'ils ont eux-mêmes inventés. Tu vois, c'est... Mais par contre, faire de l'argent, alors ça, il n'y a personne. Et c'est vraiment, il faut faire très très attention sur le marché français avec ça. C'est que tu peux avoir tendance à faire vraiment les mauvaises choses. Allez, une dernière question. Et après, je prends une petite pause quand même, j'ai plus l'habitude. Putain, je sais pas. Moi, j'ai mon plan pour mon passeport vérité.
Bah, moi, j'ai mon plan pour avoir mon passeport émirati. C'est de faire un dessin animé sur le roi de Dubaï de propagande, tellement enthousiaste. En fait, les mangas ont donné à tous les petits garçons du monde l'envie de vivre au Japon. Et ben moi, avec mon dessin animé, je donnerai l'envie à tous les enfants, tous les petits garçons et les petites filles de venir vivre à Dubaï. Et si avec ça, comment? Ouais, du roi, ouais, de mon roi. Moi, je suis devenu royaliste depuis que je vis ici. J'ai ma plus grande lubie dans ma vie en ce moment, c'est de lire tout ce que ce mec écrit. Mais je ne peux pas m'arrêter tellement je kiffe. J'ai vraiment... voilà. Donc, voilà mon plan pour mon passeport émirati. On va voir. Oui, bon, c'est 10 ans. Mais... Est-ce que quand ils ont construit Dubaï, il y avait une architecture déjà prévue ou pas du tout? Non. Ils ont construit au fur et à mesure. Et comment ce mec-là Mec, c'est une histoire incroyable. C'est vraiment... D'ailleurs, tu le verras dans mon dessin animé. C'est une épopée. Non mais en fait, ce mec, c'est Steve Jobs, rencontre Machiavel, rencontre Rockefeller, quoi. Il s'est passé quoi dans sa jeunesse? Eh bien, c'est le grand mystère. En fait, j'ai tout lu, je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'en fait, de toute évidence, il ment. Non mais, de toute évidence, il ne nous raconte pas qu'est-ce qui l'a rendu singulier. Et moi, il y a plein d'indices qui me rendent fou. Par exemple, il ne porte pas une djellaba de la même couleur que les autres et personne ne peut m'expliquer pourquoi. C'est pas du symbolisme. Si, mais pourquoi? Quel symbole? On est chez les Arabes ici, hein. On est dans la conformité. On ne sort pas du lot. Moi, quand j'étais petit et que je voulais porter des vêtements d'une couleur différente, ma mère, elle pétait un câble. Elle me disait, qu'est-ce que les voisins vont penser? Comment il a fait, lui? Comment il est sorti de cette culture? C'est vraiment incroyable. Je pense qu'ils s'inspirent de la reine d'Angleterre parce qu'eux, ils ont un truc où. Mais quoi, la reine d'Angleterre? C'est la meuf la plus Oui, mais c'est la reine d'Angleterre, c'est le conformisme. Il a rien de la reine d'Angleterre. Oui, mais c'est pour qu'il ressorte. On voit qu'il est là sur les photos, on sait où il est. Il n'empêche, ça ne règle pas le problème. Ils auraient pu faire plein d'autres façons de le faire. Ils auraient pu le mettre sur un podium. Tu vois, ça aurait plus ressemblé à la reine d'Angleterre. Ils auraient... Bah, Elle est habillée en fuchsia quand elle était là. non, mais la reine d'Angleterre, elle est habillée en fuchsia parce que c'est sa seule endroit où elle a le droit de décider. Et le roi d'ici, je peux dire, c'est pas un esclave. Hein. Et lui, il a toute agency, il a toute liberté. Mais déjà, vous savez qu'ici, il n'y a pas de ressources naturelles. Donc, il a bootstrappé un pays, le mec, sur du sable. Il a des services publics qui gagnent de l'argent. Personne ne sait faire ça. Je ne connais pas un autre pays où les services publics rapportent de l'argent. Donc le mec, il a bootstrappé une boîte. Ils sont passés de 7 milliards de PIB à 220 milliards de PIB, 100% en croissance organique. C'est la cible numéro 1 des musulmans. Ah bah ça c'est sûr, oui. Parce que du coup, ouais, ça... Non, mais c'est Chétanland, oui. C'est quoi le rapport avec le roi avec l'islam? Est-ce qu'il y a un rapport? Putain, j'aimerais tellement savoir. Ça, c'est un autre grand mystère. Je te dis, je suis obsédé en ce moment. Je lis tout, machin, parce que comme j'écris le dessin animé moi-même, ce dessin animé, je l'écris moi-même. C'est le seul dessin animé que j'écrirai moi-même. Et donc, c'est ma grande... Si tu vas dans ma chambre, là-haut, tout mon lit, ce n'est que des livres sur lui. Des livres écrits par lui, des livres sur lui. Mais déjà, faut partir du principe qu'à la base, avant tout ça, Dubaï, c'était des bédouins dans le désert Ouais. qui ne pouvaient pas se voir. Non. Ils se sont dit, on va se mettre tous ensemble, on va arrêter de s'entretuer, Exactement. on va faire une ville incroyable, on va générer des millions. Des milliards, ouais. Et tout le monde va venir à notre ici. Donc forcément, c'est une ville qui ne s'arrêtera jamais de grandir s'il reste dans sa mentalité. Ouais. Ils ont réussi à faire ce que le monde entier ne sait pas faire. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment fou. Ah oui, c'est dingue. Mais comment t'expliques ça? J'ai aucune idée. Parce qu'en plus, 80% des gens ici, ils bossent pas pour le pays. Hein. Ils font rien, ils attendent. C'est-à-dire que tu as une toute petite minorité qui a amené les meilleurs experts du monde. Ah oui, parce que c'est la meilleure qualité du sur Terre. Ouais, maintenant. Mais comment ils ont fait au début pour bootstrapper? C'était pas la meilleure qualité. Moi, j'ai trop envie de faire une interview d'un mec ici qui vit depuis 40 ans ici. C'est un des premiers. Et tu lui dis, mais comment t'as fait pour venir et tout? Et le mec, il a été matrixé. Matrixé. Genre, un jour, Sheikh Mo est parti le chercher et il a eu un rendez-vous avec Sheikh Mo et il a tout plaqué, il a tout abandonné, il s'est installé ici, il a dit, c'est l'avenir. Je dis, mais il n'y avait que du sable. Il me dit, ouais, j'ai emmené mes enfants avec des chameaux à l'école. Et gloire lui fait, hein, ça lui a bien réussi de rester, et ça, le seul endroit où j'ai vu des gens comme ça, c'est dans l'entrepreneuriat. J'avais jamais vu des gens comme ça en politique. Mais tu vois, dans l'entrepreneuriat, tu as des gens comme ça, tu leur parles, tu veux tout arrêter dans ta vie, tu veux bosser pour eux. Et tu sais pas pourquoi.
Et quand on parle aux gens, tu as l'air d'avoir rejoint une secte. Et lui, il me donne vraiment le sentiment d'être un leader de culte, en fait. Il faut voir, hein, les gens en parlent avec une déférence et un respect. C'est pas une déférence et un respect parce qu'ils ont peur de finir en tôle. Moi, je sais lire quand les gens disent du respect par peur. Tu vois, j'ai eu la bonne enfance pour ça. je connais les codes. Non, ici, le respect, il est réel, il est sincère. C'est impressionnant. Et quelle différence tu mets sur le Qatar parce que c'est... Mais le Qatar... Non, mais c'est tombé. Mais rien, mais le Qatar, c'est... Tu vois, Dubaï, c'est Facebook. Qatar, c'est Google. Google, c'est 0,01% des employés qui produisent 98,9% de l'argent. Il y a de l'argent qui jaillit, comme le pétrole jaillit chez eux, ou le gaz. Et ils en font des trucs, des infras, des annonces et tout. Et il n'y a jamais rien qui marche. Depuis le moteur de recherche Google, Google n'a rien lancé qui marche. Jamais, ever. C'est quand même une sacrée performance, hein, vu le niveau d'argent qu'ils dépensent. Ça, c'est Qatar. Et Dubaï, c'est Facebook. Ils se réinventent tous les 5 ans. Ils ont le monde entier contre eux. Tout le monde les déteste. Ils ont une image de merde. Et pourtant, ils avancent, ils produisent, ils délivrent. Et c'est fou, hein, dans la vie, soit tu es un Qatar, soit tu es un Dubaï. Et tout le monde adore le Qatar et tout le monde adore Google. Hein. Tout le monde déteste Zuckerberg. Bah, à part en France. Mais je parle des vrais gens dans le vrai monde. La France, c'est une petite province. Et quand ils organisaient les Coupes du Monde, ils disaient pourquoi les gens me détestent. Mais il n'y a qu'en France. Le monde entier est venu au Qatar, c'était un succès incroyable. Tout le monde a fait la fête. T'as pas vu ces vidéos de Japonais dans la rue qui célébraient le Qatar? Ils ont gagné leur bataille. Hein. Il n'y a qu'en France qu'ils n'ont pas gagné la bataille. Après, les Français ont quand même regardé la finale. Hein. Le boycott, il a été raté. Hein. Moi, j'avais un mec qui vivait à côté de Sofiane Pamar. Et Sofiane Pamar m'a envoyé une photo où tu avais une photo. Sur la fenêtre, il avait mis boycotter la finale. Et il avait la finale allumée sur la télé. Et donc, tu avais la photo, tu sais, comme ça, en angle. Bon, merci beaucoup.